Bonjour et bienvenue dans Les Plumes Bavardes, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui écrivent. Je m'appelle Émilie, jeune autrice de fantasy non publiée qui a découvert le monde de l'écriture en 2023. Dans Les Plumes Bavardes, on parlera des processus d'écriture et de tous ceux qui motivent les auteurs dans leur création. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 9 des Plumes Bavardes. Et aujourd'hui, je reçois Clémentine. Bonjour. Enchantée. Merci beaucoup de me recevoir ici. Avec plaisir, merci à toi d'être venue. Alors, on va commencer par la partie 1 qui s'appelle « Parler de soi ». Donc, tu vas pouvoir te présenter. Et ensuite, on parlera de tes habitudes d'écriture, de ton projet, et ensuite, on aura des petits jeux. Première question, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien te présenter ? Ok, je vais essayer d'être concise. Sur les réseaux littéraires, on me connaît sous le nom de Clémentine. Mon vrai nom, c'est Jessica. Je suis, si on regarde mon profil, on va dire, dans la vie de tous les jours, je suis maman de 2 petites filles. Je suis entrepreneuse et gérante d'un studio de yoga sur Aix. Avant ça, j'ai eu une ancienne vie où j'ai été ingénieure pendant plus de 12 ans dans le domaine pétrochimique, donc très très éloignée de la partie littérature, et je suis revenue à mes premiers amours qu'il y a très très récemment, c'est-à-dire en tout début de l'année 2025. J'ai mis ma plume au placard pendant quasiment 20 ans. 20 ans sans écrire, 20 ans avec plein d'histoires dans la tête, et jusqu'au moment où finalement il y a quelque chose qui a sauté et le moment était venu, entre guillemets, de simplement reprendre cette part de moi que j'avais mis de côté. Donc voilà, donc si on doit me décrire, il y a beaucoup de choses pour me décrire, ça dépend vraiment du profil que vous allez regarder sur les réseaux sociaux, Ouais. entre LinkedIn, Facebook ou Insta. Vous allez pouvoir me trouver avec pas mal de facettes, mais la facette que je veux montrer, entre guillemets, ici, c'est cette facette de l'écrivain, entre guillemets, et elle est toute nouvelle, en tout cas, elle est en renaissance. Tu n'es pas la première qui me dit qu'elle a mis l'écriture de côté pendant longtemps et qui finalement l'a repris. C'est un truc assez courant, j'ai l'impression. Je pense qu'on a tous des parcours de vie un petit peu parfois atypiques, et puis moi j'avais quand même cette idée dans la tête qu'on ne vivait pas de l'écriture. J'avais des gens dans mon entourage qui m'avaient dit qu'il fallait que je trouve un vrai métier, et étant quelqu'un de très terre à terre également, finalement j'ai écouté un peu la voix de la raison, et la voix de la raison qui m'a fait faire un bac scientifique, 2 ans de prépa, 2 écoles d'ingé et 12 ans de boîte, jusqu'à ce que j'amorce ma reconversion, déjà en tant que prof de yoga, qui a été un gros cap, un gros changement. Et puis finalement, je pense que l'écriture nous attrape au moment où c'est aussi opportun, au moment où on a les ressources, d'une certaine manière. Et c'est marrant, je dis que j'ai arrêté et que j'ai mis ma plume au placard pendant 20 ans, mais c'est pas complètement vrai, parce que je trouve qu'il y a toujours un moyen détourné finalement par lequel l'écriture nous reprend. Par exemple, je partais pas mal en voyage, je faisais des voyages pendant longtemps avec mon conjoint. On est parti à différents endroits du globe et je tenais des carnets de voyage. J'ai malgré tout écrit des articles, et même quand je vendais des projets dans mon boulot d'ingé, je racontais une histoire en vendant mes projets, et je faisais des présentations PowerPoint de l'espace avec un truc hyper chiadé, que en fait j'étais reconnue pour ça, pour le fait que je vendais mes projets en racontant une histoire. Et donc quelque part, ça m'a jamais vraiment trop quitté, même si fondamentalement, je n'ai rien d'écrit en termes d'ouvrage livresque, on va dire, pendant une très très longue période. Donc l'écriture ne nous quitte jamais vraiment, finalement. C'est ça. Ça trouve des moyens détournés. Ton vrai nom c'est Jessica, et tu te fais appeler Clémentine pour ton nom d'autrice. Clémentine Larrivée, du coup, c'est ça ? C'est ça. C'est ton nom d'autrice ? C'est le nom que j'ai choisi. Je sais pas si on verra si j'arrive à me faire publier ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Mais j'avais besoin de segmenter en fait ma vie, de la compartimenter un petit peu, parce que comme je viens de le dire, j'ai d'autres activités à côté. Mon vrai nom, c'est Jessica Dupuis. Donc déjà de base, d'un point de vue purement marketing, il y a un truc qui cloche. Genre réellement, j'adore mon nom, j'adore mon prénom, mais Jessica, on a un truc très américain. Dupuis, on a un truc très français, vraiment très franchouillard. Bref, je pense que le lecteur, il est un peu paumé, il sait plus trop où il se trouve. Et honnêtement, Dupuis, dans le monde de l'édition, c'est mort.
Donc, je savais que je n'allais pas conserver mon nom de famille. Et j'avais toutes mes autres activités sur les réseaux avec le nom de Jessica Yogini pour ma partie yoga. Donc, en fait, je voulais vraiment scinder et avoir deux choses différentes. Mais c'est pas pour autant que je voulais quelque chose qui n'ait absolument pas de sens, ni pour moi, ni pour les autres. Donc Clémentine, en fait, c'est mon deuxième prénom. Je m'appelle Jessica Clémentine Élise. Donc j'ai juste pris mon deuxième prénom. C'est un prénom qui me parle beaucoup, qui est beaucoup plus doux aussi, qui peut-être reflète une autre facette de ma personnalité, celle qui est plus dans sa tête, dans ses rêves. Et après, je me suis posé pas mal la question du nom de famille qui allait aller derrière. Et là, ça a été un peu plus compliqué, jusqu'au moment où je me dise aussi que je voulais avoir quelque chose qui avait du sens et pas forcément trouver quelque chose qui tombe du ciel ou autre. Donc j'ai choisi simplement de puiser dans mes origines, puisque les histoires que je raconte parlent aussi énormément finalement de lignées et de femmes qui traversent ces lignées. Donc j'ai choisi le nom de jeune fille de ma grand-mère, qui s'appelait Arlette Larrivée. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu de moi finalement qu'il y a dans ce pseudonyme, tout en étant une autre facette. Je trouve que ça fonctionne pas mal comme nom d'autrice. Il y a une belle signification. Donc du coup, tu as mis l'écriture de côté, plus ou moins, pendant 20 ans. Donc du coup, tu as repris récemment, mais à quel moment tu as commencé vraiment à écrire, donc il y a 20 ans et comment ça t'est venu ? Au moment où j'ai commencé à lire, je crois que directement après, j'ai commencé à vouloir inventer mes propres histoires, à créer des choses à chaque fois, plus ou moins en rapport avec mon âge, parce que j'étais mon lecteur, ma première lectrice. Donc, il me semble que la première histoire que j'ai écrite, je sais plus si c'était L'Oiseau bleu ou Lola la petite souris, on était très dans un vocabulaire animalier à l'époque. Donc ça a été tout de suite en primaire. Après, j'ai adoré toutes mes années collège et autres, tout ce qui était dissertation, je m'en donnais à cœur joie. C'était un vrai régal pour moi. J'adorais ça. Franchement, j'aurais dû faire L. Et on m'a dit non, mais t'as la capacité pour faire S. Alors bon, on va faire des maths. Donc j'étais faire des maths. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que mon écriture est très matheuse maintenant. Ça pourrait être un autre sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui ouais, voilà, c'est des fiches, des trucs pas possibles. On va en reparler de ça. Mais après ça, j'ai eu une grosse période, je pense, un peu comme tout le monde. Puis moi, j'étais vraiment de cette génération-là. Donc je suis de 88, je suis une vieille. Et j'ai grandi en même temps que Harry Potter. On avait le même âge quand les bouquins sont sortis, donc c'était vraiment un truc qui nous a tenus. De la même façon que les films de Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux sont sortis à peu près ces mêmes années-là, et je me suis avalé toute la trilogie avant même de les voir sur l'écran. Donc j'étais très imprégnée de ces univers. Et au lycée, j'ai commencé à écrire une trilogie, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, donc autant partir sur 3 bouquins. Et mes parents râlaient et enrageaient, parce qu'au lieu de passer du temps avec mes amis ou d'être comme les jeunes de mon âge à sortir, moi je faisais mes devoirs, et dès que j'avais fini mes devoirs, je me mettais à fond sur mon cahier, j'écrivais sur mon ordi. Et je crois que toutes les semaines à peu près, j'apportais un chapitre au CDI, au fameux centre de documentation. Et je donnais le chapitre à lire à mes camarades de classe qui me faisaient leur retour à chaud. Donc c'était très drôle parce que j'avançais et j'étais un peu comme si j'avais une gazette et un journal, et chacun lisait un bout de journal. Donc je crois que j'ai écrit ça s'appelait L'Égard et les songes. C'était mes années lycée. Et après, je suis partie sur un projet un peu plus dark, un peu en mode dystopie. J'avais été très marquée par le roman de Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance, et le roman d'acide sulfurique d'Amélie Nothomb à l'époque. C'est 2 choses qui m'avaient assez percutée. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire un truc un peu plus sombre, un peu plus adulte quelque part. Et pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Enfin, si, les premiers chapitres ont bien fonctionné, mais j'ai jamais réussi à aller au bout. C'était pour le coup trop dark. Et puis, c'était aussi le moment où je rentrais en prépa, donc l'écriture est partie complètement sur le côté, et j'ai pas eu d'autres projets pendant un certain temps qui m'ont donné envie de m'y remettre. Jusqu'à cette année. Jusqu'à. Du coup, tu faisais lire tes écrits à tes camarades de ta classe, du coup. Ouais, je faisais lire mes écrits. Ils aimaient ? Ouais, ils aimaient. C'était très chouette d'avoir les réactions à chaud, et je me souviens que moi, mon objectif, c'était de leur faire vivre des trucs. Donc, quand ils riaient aux éclats, j'étais trop contente. Si j'arrivais à les faire pleurer, j'étais là, waouh, c'est trop bien, quoi. J'adore, c'est trop stylé. Donc, et du coup, t'as été au bout de cette trilogie-là ?
Il me semble, alors le un, ouais, sûr. Le 2, je crois que je suis allée au bout de la première écriture. Je ne suis pas sûre d'être allée au bout du 3. Je crois qu'il y a eu le bac et tout un tas d'autres trucs en même Hmm. temps. Et du coup, je suis pas sûre d'être allée au bout de ce truc-là. Franchement, je le referai pas. Si je dois la relire aujourd'hui, je pense que je trouverais beaucoup, beaucoup à redire. Mais c'était une super expérience dans le sens où ça m'a maintenu en haleine et ça m'a donné vraiment l'envie et en fait les sensations. Les sensations quand on écrit. Hmm. Ça peut paraître bête, mais c'était un espèce d'orgasme vivant, quoi. C'était habité Ouais, comme écriture. j'imagine. Oh là là, j'adore l'anecdote. Donc du coup, bah, tu écris, bon, tu as essayé un peu de la dystopie, mais tu écris du coup de la fantasy et un peu de Oui, romantasy aussi. Donc, ouais. principalement de la romantasy. En fait, c'est un genre que j'aurais adoré trouver plus jeune et qui n'était pas tant que ça plébiscité. Enfin, on avait beaucoup de choses. Enfin voilà, je t'ai parlé des Harry Potter, des Tolkien, il y avait à la Croisée des Mondes aussi, il y avait les Dragons, il y avait plein de trucs sympas. Mais franchement, il manquait une romance en plein milieu, quoi. Moi, j'ai été biberonnée à Star Wars, j'adore ce type d'univers. Mais en fait, ils sont gentils, mais mettez-nous plus qu'un bisou, quoi. Enfin, enfin, ouais, il manquait un truc, quoi. C'est vrai. Et en même temps que j'avais envie de cet univers-là et qu'il n'existait pas encore vraiment, j'avais aussi le fait que je grandissais avec une espèce de, pas de pression sociale, mais d'espèce d'injonction à se dire ouais, mais maintenant, il faut être sérieux, quoi. En fait, Harry Potter, c'était mignon là quand tu te planquais pour le lire sous ton lit en cachette. Maintenant, on va faire des lectures un peu plus avancées. Va apprendre, voilà, et chose que j'ai lu aussi, que j'ai aimé aussi, mais c'était pas ça que j'avais envie d'écrire. J'avais pas envie de faire du roman contemporain sous prétexte que c'était la littérature entre guillemets acceptable, on va dire, d'un point de vue sociétal. Et même pendant très très longtemps, je me suis interdit d'écrire, mais je me suis interdit aussi de lire le genre que j'aimais. Quand la romantaisie est revenue, entre guillemets, en force, je me suis dit, ah, ça, j'ai envie, mais il y avait un truc, une espèce de réticence en moi. C'est affreux. J'ai fait un coming out, en fait. Mais vraiment en mode, non, mais attends, t'es censé, voilà, t'as 35 ans passés, évidemment, tu vas pas aller lire un truc de KPDP, quoi. Enfin, il y avait cette espèce de connotation que je crois que la génération de mes parents ont, en mode, c'est des romans de gare, et du coup, c'est de la sous-littérature. Et vraiment, j'en étais pas vraiment convaincue, mais j'avais un petit peu ce prisme-là. Et jusqu'à ce que je me décide que fuck, tant pis, je vais aller acheter mon bouquin en douche chez le libraire et je me planquerai pour le lire s'il faut. Jusqu'à ce que j'assume pleinement en fait que bah non, c'est de la littérature comme une autre. En fait, c'est celle qui me fait kiffer. Et donc, c'est complètement légitime pour moi, un, de la lire et deux, de l'écrire. Est-ce qu'il y a des titres du coup que tu aimes particulièrement, que tu as découvert dans la romantasy? Oui, ouais, il y en a beaucoup. Alors, j'ai commencé par ACOTAR parce que je crois que mes réseaux ont été inondés à un moment et au bout de force de les voir passer pendant 2-3 mois, j'ai fait bon, allez, je vais me lancer dedans. Et donc, je les ai presque dévorés d'une traite. Après, moi, j'ai énormément aimé Le Pont des Tempêtes. J'ai trouvé ça génial, en fait, la façon dont elle découpe ses histoires, dont elle les entremêle. Mon esprit matheux a été subjugué. Ouais, non, il y a pas mal de choses qui m'ont beaucoup plu récemment dans ce que j'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé aussi Le Chêne et la Foudre dans tout un autre registre de Sam Agedi. Je trouvais ça génial. Il y a il y a plein d'histoires. Là, je me fais une cure, surtout quand j'écris en même temps, je me nourris assez fortement. Et je suis chiante parce que je vais chez la libraire et je lui demande des romans à la première personne et au présent. Donc elle est obligée d'ouvrir toutes les jaquettes. Bon, Après, maintenant ça c'est va un peu généralement mieux. ce qu'on trouve, ce qu'on trouve le Mais c'est vrai plus. que pendant un moment, j'avais envie de rester dans le ton et le temps dans lequel j'écrivais. Donc, euh, donc c'était un peu important. Maintenant, ça va un peu mieux, mais ouais. Du coup, est-ce qu'il y a des éléments qui te plaisent particulièrement, à part, bah, du coup, on sait que tu recherches la romance, mais dans la fantasy, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent particulièrement dans, ces univers-là? Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut raconter à travers un prisme qui a l'air justement un peu imaginaire, un peu parfois désuet. On peut raconter des choses assez graves sans que ce soit délicat entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui reste purement dans le fictif. Mais on peut finalement aller aborder des sujets profonds, même sur
un univers qui n'est pas forcément relié au réel. Et ça permet peut-être aussi de prendre plus de recul face à ces choses-là et de les aborder sans que ce soit forcément trop lourd, mais pour autant, on ne perd pas forcément en profondeur. Et c'est très. Enfin, je vais prendre un exemple qui va peut-être parler à tout le monde, hein, mais on prend Star Wars, c'est typiquement comment raconter la montée du fascisme. Enfin, quand on prend l'épisode 1, La menace fantôme, on parle d'économie dès les premières images, dès les premières secondes. On se dit, mais pourquoi ils nous emmènent là? Nous, on veut partir juste avec des sabres laser et des vaisseaux dans l'espace, mais en fait, ils nous ramènent sur un truc purement économique, comment le fascisme monte et comment une république s'écroule. Et en fait, il le fait d'une manière qui je trouve est hyper intéressante dans le sens où on est tellement happé par l'histoire, les personnages et le monde qu'il a construit que on pourrait oublier ce qu'il y a autour, mais en fait, la façon dont il développe, il y a des sujets comme hyper sérieux qui peuvent être abordés. Et c'est vraiment ce que j'aime bien, c'est que ça nous permet d'avoir un champ des possibles qui est infini quasiment. Et on comprend du coup aussi ton attrait pour la dystopie. C'est un peu le même, ouais. ce même truc-là, clairement. Dénoncer des choses importantes. Il y a un truc que j'aime bien dans la dystopie parce que justement ça met en exergue, mais après il y a des choses qui sont peut-être trop dérangeantes, trop fortes. J'ai ma duologie a une petite vibe, Servante écarlate. Quand même, il y a beaucoup de female rage dedans, et ces passages ont été très 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 durs à écrire. C'est psychologiquement assez intense. Ouais, La Servante écarlate, j'ai pas réussi à aller au bout de la série, donc moi non plus. Ouais. Pour être tout à fait franche, en plus je l'ai regardé dans un contexte particulier, je l'ai regardé en étant enceinte, j'allais accoucher de ma première fille. Donc j'étais vraiment énorme. Et en fait, c'était même pas tant la violence physique, mais la violence psychologique de ces femmes qu'on utilisait pour leur ventre, dont on se séparait de leur famille, de leur bébé. Enfin, c'était un moment en fait où je crois que j'ai regardé peut-être jusqu'à la saison 2 et après je me suis dit non mais je peux pas en fait, ça me donne envie de vomir tellement ça me met mal à l'aise. Et en même temps, il y a un rapport tellement énorme, je trouve, des femmes en général avec la maternité, qu'elles le veuillent pas. Il y a tellement de pression sociale là-dessus que c'est un sujet qui mérite encore une fois d'être traité et d'être traité par le prisme justement de ces femmes-là. J'ai regardé un peu tes réseaux ce matin. Ouais, il n'y a pas grand-chose encore. Oui, mais j'aime beaucoup déjà ce que tu as mis. J'ai regardé, ça va, oulala. Il y a des trucs que j'ai pas trop regardé parce qu'on va en parler et je voulais pas me spoiler trop de trucs, tu vois. Mais du coup, tu as écrit dans un post que ton roman, donc qui s'appelle La Vestale insoumise, donc on en parlera un petit peu plus tard, cherchait une maison d'édition. Oui. Donc toi, tu vises l'édition classique et pas du tout l'auto-édition. Alors moi je vise à ce que ce manuscrit vive d'une manière ou d'une autre parce qu'il a une histoire particulière. Il m'a habité pendant 3 ans avant que je mette le premier mot sur une page. Ouais. En fait, je m'étais interdit d'écrire comme je te l'avais dit, et pourtant il y a une histoire qui est venue. Je ne sais plus exactement, c'est plein d'influences diverses. Il y a eu un rêve qui a fait un truc, voilà. Et pendant peut-être 3 ans, je me suis retournée cette histoire en boucle. À chaque fois qu'on partait en vacances ou autre, que j'avais un petit peu de temps, genre dans la voiture où mon cerveau pouvait divaguer, j'avais des scènes qui venaient, des dialogues, des bouts de choses. Et à l'époque, j'avais commencé. Je n'ai même pas la date sur ce carnet, je me regrette profondément. J'avais commencé à écrire 2-3 sketchs, en fait, 2-3 idées de chapitres, de mots, de personnes, de noms, qui ne sont pas forcément restés. Et littéralement, ce carnet, je l'ai pris, je l'ai foutu dans mon tiroir à chaussettes, et je ne l'ai pas rouvert. Donc, il est resté là et j'ai trouvé des traces dans mes journaux intimes, parce que j'avais parfois des petits journaux intimes que je tenais plus ou moins régulièrement. Je trouvais des traces en janvier 2022 oui, il faudrait que je reprenne ce que j'appelais le Signe à l'Orient à l'époque. Il faudrait que je reprenne le Signe à l'Orient. Il faudrait que je l'écrive en fait. Et j'ai encore mis vachement de temps à sauter le pas. Et l'histoire s'est construite dans ma tête. Vraiment, j'avais quasiment tout qui s'était imbriqué plus ou moins avec... en tout cas, il y avait énormément de scènes qui étaient déjà présentes. Et finalement, un matin, sur ce même journal intime, c'était début d'année, je m'étais dit, bon allez, je fais une nouvelle routine du matin là, pour me remettre bien,
parce que c'est vrai que je travaille pas mal au niveau du développement de soi, de par mon activité yoga, je fais pas mal de retraites, je me remets pas mal en question sur ce genre de choses, donc je passe beaucoup par le corps, pour pas être justement que dans ma tête. Et je m'étais dit, je fais 10 minutes de méditation le matin en assise, sur mon Zafu, 10 minutes de méditation, et après je fais 10 minutes d'écriture, je laisse filer, peu importe ce qui vient. J'ai fait ça pendant environ peut-être 3 semaines, un mois, et il y a un matin où j'ai littéralement écrit « et merde », et en fait j'ai pondu un chapitre qui était en plein milieu du bouquin. Pas au bon temps, pas à la bonne personne. Donc on était Ça en fait troisième nickel. personne, au passé, et j'ai pondu un chapitre qui était au milieu du bouquin. Je me suis laissé couler, j'ai laissé le chapitre s'écrire pendant 1 ou 2 jours. J'ai écrit le suivant, j'ai écrit le suivant. J'ai relu, je me dis putain merde, ça me plaît. Merde, c'est pas dégueulasse. Et parallèlement, en ce même moment, c'était janvier, je crois que j'avais eu pareil une pub qui était passée sur mon Insta ou quoi, et qui me disait carnet pour un roman. Genre, le gros sous-entendu. Et je me suis dit, bon, allez, je l'achète et on verra bien. Et j'ai profité d'un week-end où mon conjoint et mes filles étaient partis au ski. C'est chose que moi j'exècre, le ski. Je me suis retrouvée toute seule à la maison. J'ai littéralement fermé la maison, j'ai été m'acheter à manger, je suis restée dans ma grotte pendant 2 jours et j'ai fait tout le line-up du roman avec toutes les différentes scènes qui m'habitaient depuis des années. J'ai écrit la 4e de couverture, l'Inkipit, l'Exkipit. Donc j'avais toute la trame, le début, la fin. Et après, c'était parti. Du coup, tu as envie de... Peu importe comment tu le publies, tu veux que En les fait, gens il le fallait qu'il lisent. sorte. Il fallait qu'il sorte de moi. Donc là, il est Ouais. sorti. J'ai écrit assez vite parce que j'ai commencé à poser les mots sur l'ordi. Il était début février. Et j'ai fini le premier jet et la relecture. Enfin, j'ai envoyé en début juin au bêta lecteur. Donc j'avais un truc qui me satisfaisait début juin. Je l'ai retravaillé un peu et je l'ai envoyé aux maisons d'édition là, début juillet. Donc j'étais sur mon planning. Parce que bien entendu, je m'étais fait un peu un planning avec pas des deadlines, mais au moins un espèce d'objectif, genre, ok, je finis le C'est premier jet à important. telle période, j'envoie à telle période. Euh, et ouais, j'aimerais bien passer par une maison d'édition classique, simplement parce que j'adorerais en fait me faire accompagner pour apprendre. J'adorerais collaborer dessus. Dire que maintenant, c'est sorti de moi, j'ai sorti je pense une bonne carcasse, une bonne matière, mais j'ai vraiment envie qu'il y ait quelqu'un qui a un regard extérieur et qui m'aide à le sublimer. Et je suis aussi quelqu'un qui travaille énormément en équipe. Malgré le fait que je me sois réorientée dans un domaine où on pourrait dire qu'on est tout seul, voilà, j'ai trouvé pareil une, une coéquipière, une associée pour monter ma structure. On est dans une structure où on a beaucoup de thérapeutes. Finalement, on fait des entretiens, presque des entretiens d'embauche, des projets ensemble et autres. Et je suis vraiment quelqu'un qui travaille comme ça, à travailler en équipe. Donc, j'ai vraiment envie de le monter en équipe. Donc, si c'est possible par maison d'édition classique, je ferai par maison d'édition classique. Et si par malchance je n'ai aucun retour et qu'il n'y a rien qui prend, je me foutrais certainement un coup de pied au cul pour passer par l'auto-édition, mais pareil, en étant entourée. Je sais pas si tu as vu, il y a Rajo qui fait un concours là. Il est déjà. Tu l'as envoyé, ouais. Je l'ai envoyé, mais alors ça. j'étais rageuse parce qu'ils mettent toujours une limite de mots Ouais, oui. absolument C'est basse. frustrant. Très frustrant. Au départ, j'ai hésité à l'envoyer parce que je croyais que ça ciblait que la jeunesse, mais non, il y a aussi le young adult et le new adult. Donc je l'ai envoyé quand même et c'était un super exercice parce que j'aime beaucoup mon premier chapitre, mais c'est vrai qu'il est plus long que ce qu'il demandait. Et du coup, je me suis forcée à le scinder en 2, donc à trouver un autre moment clé où je pouvais le couper et à retravailler énormément pour que j'enlève et que voilà, je l'ai un peu taillé, mais sans que ça perde son sens. Et c'était intéressant comme exercice, c'était franchement très intéressant. Après, bon, advienne que pourra, mais c'était l'occasion en fait. Donc j'ai tenté. Ah oui, donc tu as quand même retaillé dans ton chapitre, quoi. Parce que j'avais la marraine du concours qui m'avait répondu sur Thread en disant que en fait, c'était pas grave s'il n'était pas en entier, ils allaient juste regarder ta manière d'écrire. La manière d'écrire et autres. Ouais. Et en fait, non, je l'ai tronqué
à un autre moment, parce que mes chapitres se terminent, on en parlera peut-être, mais ça, même souvent, par un bon cliffhanger. C'est bien ça. C'est trop bien ça. Et je l'ai taillé à un autre moment où ça pouvait le faire, même en faisant ça, parce que leur nombre de mots était quand même très très court. Même en faisant ça, ça passait pas. Donc il a fallu que j'élude. Et puis vu que pareil, j'ai pas de prologue, rien, génération à la première personne, il faut quand même que je mette pas mal de détails, même si on rentre directement dans le feu de l'action, c'était pas franchement évident. Mais c'était intéressant de finalement faire cet exercice-là, de tailler, de voir ce qui pouvait tomber ou pas. Je pense pas que je taillerai autant sur une publi, parce qu'il y a des choses que je sais qui vont être nécessaires après, même dans le tome 2, parce que je mets mes ancrages très très tôt. Mais par contre, c'était intéressant de voir comment je pouvais garder l'intégrité de la plume, l'intégrité de l'histoire avec moins de mots. Ouais, Même si j'en ai un peu bavé pour une soirée ou deux. Ouais, bah oui, ça c'est sûr, hein, de toute façon. Du coup, tu prévois une trilogie aussi ? Non. Une duologie ? Je prévois une duologie pour la bonne et simple raison, c'est que j'avais pas envie de me retrouver sur un truc trop gros. Et en fait, je trouve que parfois, les meilleures histoires sont aussi les plus courtes. Donc j'avais envie de suivre 2 personnages. Vu la façon dont je l'ai fait se quitter à la fin du premier, j'étais obligée d'aller sur un deuxième. Mes bêta lecteurs m'ont maudit, mais complet. Et donc, il y en aura 2. Par contre, et c'est là que je te parlais du Pont des Tempêtes tout à l'heure, c'est que j'aime beaucoup la façon dont elle fait ça, c'est qu'elle a un univers dans lequel elle peut insérer plein de choses. Donc, j'ai déjà, entre guillemets, un tome 3 et 4 en tête, voire un tome compagnon en mode 5 sur d'autres personnages qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire. Et pareil, avec des histoires emboîtées. Donc, globalement, je me dis là, ce projet fait 2 livres. Si ça me plaît, si ça rencontre son public, on en a pour. Il y aura de quoi faire. Super. Mais oui, pour le coup, j'avais envie d'avoir un début et une fin. Et je pense que mon couple de personnages avait besoin aussi d'avoir un temps assez limité. Et pour pas avoir ces espèces de relations qui s'effilochent ou ces choses qu'on a vues et revues au bout du 4e, 5e tome et finalement perdre un peu la flamme. Je voulais vraiment la conserver, quitte à encore une fois bifurquer sur d'autres personnages qui étaient secondaires dans les premières intrigues pour qu'ils deviennent principales et qu'on ait d'autres histoires qui se recoupent. Écoute, je te souhaite de trouver ton public, trouver ta maison d'édition, comme ça on pourra découvrir ce roman. Du coup, on va passer à la partie 2, où on va parler de tes habitudes d'écriture, et ensuite dans la partie 3, tu pourras nous pitcher ton roman et on en parlera un petit peu plus. Alors, première question, es-tu architecte ou jardinière ? Je suis architecte, je suis architecte de labyrinthe. Ah, architecte de labyrinthe, j'aime bien. Je suis maze builder, oui, complet. Non, je suis une très très grosse architecte. Ce qui m'empêche pas de jardiner de temps à autre, mais je suis une grosse frappadingue et je te parlais de ce petit carnet pour un roman. Si ça intéresse les gens, c'est aux éditions 23h59. C'est très très bien pour les architectes. Et en fait, c'est vraiment, je sais pas, comment faire ton cadavre exquis, quoi. Donc, comment faire ton monde, créer tes fiches perso. Alors, je suis pas très fan des fiches perso, j'en fais, mais c'est pas, voilà. Et après, tu as le chapitrage. Alors, leur chapitrage, par contre, est limité, parce qu'il s'arrête à 18 chapitres. J'en ai généralement à peu près une 50aine, donc j'ai les petites fiches qui vont dedans. Mais je suis très, très architecte, dans le sens où, effectivement, les chapitres sont prévus à l'avance, ce qui m'empêche pas de dériver et d'en faire en plus. Mais souvent, ils suivent quand même la trame. C'est-à-dire que ça peut arriver, ça m'est arrivé pour le premier, j'en avais prévu 42 et je crois qu'il en fait 50 et quelques. Donc il y a eu plus de choses, mais parce que j'ai redécoupé à d'autres moments, il y a de petites choses qui se sont rajoutées. Mais globalement, j'ai suivi vraiment la trame. Donc je suis très architecte dans ma façon de procéder. Et je pense que ça, c'est un truc hérité de mon passé scientifique et de prépa, de Topin. Clairement, c'est beaucoup de planif. Enfin, beaucoup de planif. Non, j'ai pas non plus des murs avec des frises chronologiques et autres, mais il y a pas mal de planif. Beaucoup de cette planif qui est dans ma tête, mine de rien, parce que, comme je te disais, l'histoire du tome 1, elle est restée 3 ans, donc elle a eu le temps de mûrir beaucoup. Et j'ai eu le temps de tester toutes les voies sans issue avant de
avant de sortir et de savoir exactement où il fallait tourner. Mais ouais, je suis très architecte dans ma façon de faire. En tout cas pour ça. C'est super intéressant, du coup, le carnet, tout ça. Franchement, moi, ça m'aide beaucoup parce que j'ai tout qui est regroupé au même endroit et je suis très papier quand c'est la première phase. J'ai besoin de repasser Ouais. par du corps, en fait. Même si, même si ça peut paraître désuet. Donc, ouais, je trouve qu'il est très bien foutu. Après, j'en parlais avec d'autres. Et effectivement, pour les jardiniers, peut-être qu'il est pas idéal. Mais si on est architecte, franchement, ça passe. Mais pour les jardiniers, c'est trop carré. C'est trop carré. Ouais. À quelle fréquence tu écris ? Honnêtement, j'en ai pas, franchement. Je peux pas vraiment avoir de rituel d'écriture parce que bah, j'ai 2 enfants, un job plein temps dont je suis ma propre patronne, donc c'est un peu l'horreur. Donc je trouve les moments de trou. Et généralement, le moment de trou est de 21h à 23h le soir. Donc là, tout le tome 1, de février à juin, je me suis mis tous les soirs, presque sans discontinuité, devant mon PC pendant 2 heures. Et c'était mes 2 petites heures d'échappée. Mais c'était une super discipline. Et après, le truc, c'est que quand j'écris pas pendant quelques jours, je suis un peu grognon. Je comprends. Donc j'ai besoin d'avoir ce petit temps. Là, c'est les vacances scolaires. Mes filles sont chez papy et mamie. C'est un peu plus light au studio parce qu'on va bientôt fermer pour août. Donc là, typiquement, ce matin, j'avais 3 heures devant moi, j'ai abonné. Donc c'est vraiment au petit bonheur la chance et j'essaie de me créer des moments quand c'est possible, quoi. Tu es la 4e maman que j'ai. Et comment tu gères, du coup, ta vie de maman avec toutes ces activités-là ? Mal. Non, mais je pense qu'il faut Enfin, ouais, faut que tu sois réaliste. Je suis pas... par rapport à ce que la société attend de nous, je me considère pas forcément comme une bonne mère, dans le sens où, ouais, mes enfants passent en premier, certes, mais il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire. Et je vais pas ne pas m'autoriser à les faire, en fait. Je crois que j'ai pris le parti très tôt, que je pouvais être maman et autre chose. Et oui, et je suis certainement pas un genre de maman poule. C'est pas moi. Je suis pas la maman là qui arrive à 4h30 à la sortie d'école et qui fait des ventes de gâteaux. Moi, ça m'horripile. Je suis pas ça du tout. Mais oui, bah, faut forcément jongler. Donc, c'est prendre les temps creux, les temps qui sont pas sur des moments familiaux, les temps qui sont pas sur mes temps de travail avec mon associé. Et ça demande une certaine habileté. Après, le gros avantage que j'ai, je pense, c'est encore une fois cette capacité de travail. Honnêtement, je me sers pas grand-chose de mes années de prépa. Enfin, produit en croix comme tout le monde, mais c'est pas tant le savoir en question qui m'est utile, c'est la capacité de travail que j'ai développée. Et je sais que je suis juste une machine de guerre, en fait. Donc, quand j'ai un objectif en tête ou quelque chose en tête, je me donne les moyens d'y arriver et tant pis. Et voilà, je suis quelqu'un. On parle pas mal des auteurs escargots ou autres. Moi, je suis plutôt un rafale pour le coup, dans le sens où je vais aller assez vite, straight to the point, et je vais développer la capacité, la force de frappe qu'il faut pour. Donc, je ne fais pas forcément des sessions d'écriture sur des sessions très courtes parce qu'il me faut un certain temps pour me mettre dedans. Mais par contre, je vais être hyper efficace sur les 2-3 heures que je me suis fixée. Généralement, voilà, là en ce moment, c'est à peu près un jour, un chapitre minimum, enfin, voire 2. Donc, il y a une productivité qui est assez accrue. Et je sais que ça, c'est une force aussi. Et après, voilà. Et j'ai mis pas mal de choses aussi en silence parce que dans mon activité yoga, j'ai le studio en présentiel à Aix, mais j'ai un studio en ligne que pour l'instant j'ai mis en pause. J'ai un podcast que j'ai mis en pause aussi pour le moment. Et même mon compte Insta pro, le perso, celui où moi je propose mes formations, pour l'instant il est un peu en stand-by parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus présentes. Il y a le studio sur Aix que je dois développer, il y a ce projet d'écriture-là. Donc pour l'instant, c'est 2 choses qui sont prioritaires. Et le reste reviendra à un autre moment en fait. Mais ouais. Ça demande de jongler, pas mal. Oui, c'est ça. T'es obligé de mettre en pause à certains moments des projets pour te concentrer sur d'autres et tout. Mais tant que tu t'y retrouves, c'est l'essentiel. Du coup, tu me disais que donc tu écris plutôt le soir, puisque c'est le moment où tu peux, mais tu as écrit ce matin. Est-ce que tu as une préférence ? Est-ce que tu préfères écrire le soir ou est-ce que tu préfères écrire le matin ? Ou est-ce que c'est pareil ?
C'est pareil, quand j'écris le soir, je peux être un peu fatiguée, mais en fait, ça dépend, ça va dépendre aussi de ce que j'ai fait avant dans la journée, si j'ai l'énergie, pas l'énergie. C'est même pas, tant, physiquement que ça peut coincer, c'est plus aussi est-ce que le chapitre dans lequel je vais me lancer, parce que j'écris de manière chronologique pour le coup, je ne dévie pas. Est-ce que s'il y a vraiment un truc qui me tient, enfin voilà, je vais y aller à fond. Il y en a d'autres où ça va être un peu plus délicat de me mettre dedans, mais c'est pas vraiment lié au moment d'écriture. Par contre, c'est lié à la qualité de ce moment. Hmm. C'est-à-dire que bah, là, ce matin, vu que les enfants sont pas là, que mon chéri bosse en bas et qu'on est tranquille dans la maison, il n'y a pas un bruit, je peux mettre la musique à fond, ouvrir les fenêtres, prendre mon café tranquille, et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Quand j'écris le soir et que j'ai la grande qui se réveille une fois, deux fois, trois fois parce qu'elle vient dans la chambre et qu'elle veut me parler et qu'elle me sort littéralement de mon truc, c'est plus difficile finalement. Mais après, je peux avoir aussi une super qualité d'écriture le soir parce que je suis hyper focus, que voilà, je suis dans ma petite bulle et ça fonctionne. Donc c'est pas tant le timing, ça va être plus les à côté, tout ce qu'il y a autour. La, voilà, la collègue qui m'appelle parce qu'elle a pas les clés et qui me force finalement à sortir, à prendre la voiture, à faire un aller-retour alors que j'étais en plein milieu de mon chapitre. Ça fait suer, quoi. mais, euh, mais, mais bon, c'est plus voilà la qualité du temps qui est dédié que l'espace-temps lui-même. Et du coup, dans quelles conditions tu te mets pour écrire? J'en ai pas forcément. Je me suis réinstallé un bureau un peu ergonomique parce que je me suis fait bien mal à la nuque. Ah ouais? Ouais, ouais. Bah, j'avais un peu tiré sur la corde parce que bah, le studio était tout neuf aussi, donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses et je me suis fait un petit syndrome d'Arnold là, qui était bien sympathique pendant plusieurs semaines où je me suis dit non, il va falloir revoir l'ergonomie du poste de travail quand même. Hmm. Mais sinon, j'ai pas forcément de dispositions diverses et variées à partir du moment où j'ai accès à la machine à café, de la musique dans le dos, généralement tout va bien. Ouais. Par contre, effectivement, j'ai une playlist et je peux, en fonction des envies, mettre un titre en boucle pendant 3 heures sur la même musique parce que c'est celle-là qu'il faut pour tel ou tel passage. Ouais, ça j'ai déjà fait. Il y a vraiment des morceaux comme ça qui sont liés à des scènes qu'on a en tête et on peut pas Ouais. s'en échapper, quoi. Non, non, et puis je trouve que c'est un côté très. Ça aide vraiment, ça canalise vraiment. Ça, je l'ai fait très très tôt. Mes premiers romans, je les écoutais avec Muse en boucle, je me souviens encore. C'est dégravé à l'époque. Et je me souviens que ça me marquait aussi, notamment dans les remerciements de Bernard Werber. À chaque fois, il me mettait sa playlist. Et je trouve ça génial en fait. J'étais trop contente de savoir ce qu'il avait écouté en écrivant. Et je trouve que ça aide à plonger un peu dans l'univers. Et d'ailleurs, c'est assez marrant d'ailleurs de voir la playlist du tome 1 et du tome 2 celle du tome 2 qui s'ouvre et qui est très très dark comparé au tome 1. Ils en chient grave. Ça va aller mieux, mais en fait, je me suis dit quand je l'ai fait, ah ouais, ça va être dur. On sait à quoi s'attendre, du coup. Tu vas intégrer tes playlists dans tes livres, du coup? Ouais, Tu vas je faire pense si pareil? je peux, Ouais. franchement, j'ai bien envie parce que je trouve que c'est assez chouette et puis ça permet de découvrir un peu l'univers de l'auteur à travers Mm. d'autres choses. Et puis ouais, dans la musique, il y a plein de choses qui passent. Pas mal de bêta-lecteurs qui m'ont fait des retours en mode ah ouais, j'avais une musique en tête, donc c'était rigolo. Quels outils tu utilises pour écrire? Donc, on sait que tu as tes carnets, mais Ouais. quand tu passes à l'écriture pure et dure sur l'ordinateur, Alors j'avoue que tu moi je fais utilises du quoi? Google Doc parce que comme ça je sais que je l'ai partout. Donc je suis sur Google Doc. J'ai acheté Antidote, mais le meilleur investissement de ma life. C'est devenu mon copain. Alors je l'utilise pas tout de suite, c'est-à-dire que je l'utilise pas pendant la phase d'écriture. Je le vois après parce que Ouais. sinon je passe mon temps à ça. Mais ouais, beaucoup ça. Après je vais souvent sur un truc pour chercher les synonymes et champs lexicaux aussi, j'aime beaucoup parce que ça me permet d'étoffer vraiment. Donc j'ai pas trop d'outils, vraiment, j'ai pas trop d'outils spécifiquement dédiés à ça. Je pense à part Antidote et puis le carnet papier qui m'aide bien à structurer. Je fais pas de grandes notions, ça m'énerve en fait. J'en ai déjà tellement fait que bon. J'ai un fichier Excel avec les maisons d'édition, ça oui. Ouais. Savoir qui, D'accord. quand, quoi, où. Mais je fais pas trop de grosses planifs sur Notion ou autre. Je pense qu'on a déjà beaucoup d'outils internet et finalement je suis contente avec mon petit bout de papier, mes petites fiches. Bristol, ça me rappelle, ça me rappelle des choses.
Souvenir de prépa. Souvenir de prépa, exact. J'utilise un peu de temps en temps des tableaux Pinterest, mais pareil, je fais vraiment avec assez de parcimonie. J'ai pas vraiment besoin de voir mes personnages trop, en fait, pour le moment. Tu les visualises bien dans ta tête? Je les visualise bien dans ma tête, et puis il faut dire que le genre aussi est tellement particulier, enfin on va en reparler, que c'est beaucoup plus dur à visualiser. Je sais pas si je te repose la question ou pas, mais j'ai une question, c'est comment organises-tu ton écriture? Donc, parce que j'aimais savoir dans les détails comment ça se passe. Donc, on sait que tu as eu l'idée pendant 3 ans qui a évolué dans ta tête. Ouais. Ensuite, tu as pris un carnet, tu as détaillé ton plan. Ouais. Et après, tu as commencé à rédiger. Ouais, globalement, c'est à peu près ça. J'ai pas trop fait de... J'avais quelques petits sketchs, je fais quelques petits sketchs zéro, mais pas forcément sur toutes les scènes. Et là, ça m'arrive surtout dans l'écriture du 2. Oui, si, autre outil, mes notes de mon téléphone, qui doivent être juste remplies de petits bouts d'échanges. Ouais, ça, j'en ai quelques-unes. Et pareil, ces petites scènes, c'est juste des bouts de dialogue ou des choses que je souhaite intégrer. Parfois, je les intègre, parfois pas d'ailleurs. C'est assez variable. Mais globalement, j'ai mon plan. Et quand j'ai mon plan sur mon petit carnet, j'ai à peu près, on va dire, le début de ma scène. Je sais où ils sont, je sais où ils vont. Et là, pour le coup, entre les deux, je jardine. Avant ça, je l'ai visualisé en tête pendant assez longtemps. Souvent, quand j'écris et je visualise déjà les chapitres, les 2-3 chapitres qui vont après, pour voir un peu comment mes protagonistes et mes différents personnages vont réagir. C'est comme si je me jouais un petit film, en fait, avec plusieurs scénettes, pendant un petit moment. Donc voilà, là, je suis écrit je suis passée au chapitre 20, et j'ai dans ma tête les chapitres 24, 25 qui sont en train de se jouer. Donc il y a toujours un petit décalage. Donc j'écris le chapitre d'un trait, souvent d'un trait. La plupart du temps, j'essaie de ne pas être interrompue. Ça peut être des chapitres longs, des chapitres courts, ça dépend vachement de ce qu'il y a à dire dedans. Et après, ce chapitre-là, je le reprends tout de suite. C'est-à-dire que je ne le laisse pas forcément reposer, je le reprends tout de suite pour revoir certaines tournures de phrases, pour être sûr que ce soit compréhensible dans la façon dont les personnages se déplacent, bougent, comment ils réagissent. Est-ce que j'ai besoin de faire une emphase sur les sentiments, ce qu'elle ou il ressent, est-ce que j'ai besoin de revoir le vocabulaire, parce que j'ai 2 points de vue dans mes histoires, et il y a vraiment 2 points de vue très marqués. C'est-à-dire qu'il a son vocabulaire, elle a son vocabulaire. Il a sa façon de fonctionner, elle a sa façon de fonctionner. Et pour le coup, ça, j'y tiens. Et je sais que forcément, dans l'écriture, ça se dilue un peu. Donc quand je le relis, je les rebalance. Ok, c'est pas le ton de Tina, c'est pas le ton de Lily. Elle va plutôt dire ça. Elle va pas mettre cette injure, elle va mettre autre chose. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses que j'étoffe dans cette petite partie de réécriture, on va dire réagencement du chapitre. Donc ça, je le fais au fil de l'eau. Et puis après, je déroule chapitre par chapitre jusqu'au bout. Pour le premier, j'avais fait ça, et ensuite je me suis attaquée à une grosse réécriture. Mais vu que je suis très très organisée, quand même à la base, j'ai pas trop de problématiques de temps ou de chapitres qui sont pas au bon endroit ou de problèmes chronologiques. Ça peut arriver, mais finalement je les repère assez vite. Moi-même, quand j'écris, je sais qu'ils sont là et je sais que je vais devoir les noter à tel endroit, donc je les repère assez facilement. Du coup, c'est plus sur la réécriture, c'est plus remanier les voix, remanier les tons et emphaser quelque chose. Genre, ok, bon, moi je le comprends parce que je sais tout ce qui va derrière. Est-ce que j'ai laissé suffisamment d'indices en amont? Est-ce qu'ils ont compris l'intention ou pas? Donc c'est plus ça, et après je refais une dernière passe où là je lisse toute la partie faute d'orthographe avec antidote, et où là c'est plus vraiment du lissage, quoi. Ok, donc finalement tu fais pas tant de réécriture que ça, puisque non, vu que tu es très organisée et que tu relis au fur et à mesure. Je suis très fan déjà du premier jet, c'est un peu un truc qui... Voilà, et vu que c'est quelque chose qui a mûri pas mal de fois, j'ai envie de dire qu'il n'est pas trop dégueulasse. Donc il peut être manié, bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, mais il reste très très lisible tout au long, pour que justement moi je m'y... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'avance, et ça me fait moins peur quelque part, je pense, que de remanier 300 pages une fois qu'on arrive au bout. Ouais, parce que c'est chaud. Ça me fait penser un peu à Amélie Nothomb, ce que tu me dis, puisque elle a un cerveau incroyable, mais du coup, elle construit toute son histoire dans sa tête,
tout est prêt, et ensuite elle l'écrit d'une traite, et c'est publié tel quel, quoi. Ça m'étonne c'est pas un peu d'elle. ça, toi. Ça me fait un peu penser à ça. Bon, à une échelle un peu moins importante. Ouais, puis mais ils sont relativement courts. Hein. C'est des apéros, les livres d'Amélie Nothomb. Hein. En Oui, 2 c'est heures, vrai. je les ai finis. Par contre, j'adore. Et elle a une plume tellement caractéristique. Et puis c'est une super nana aussi. Enfin, c'est vraiment, elle est chouette. Vrai. Mais tu vois, son livre, le premier que j'ai lu d'elle, finalement, c'était Acide sulfurique, qui n'est pas du tout représentatif de son œuvre, qui est la seule dystopie, entre guillemets, qu'elle a faite. Je connais pas du tout. Elle part sur un principe de série télé qui s'inspire des camps nazis, complètement luberlu. Wow. C'est assez trash. Et j'avais vu ce résumé de bouquin dans un magazine, et je me suis dit: «Mais je veux lire ça, en fait!» Et j'ai commencé par celui-là, et après, je crois que je les ai tous faits, sauf peut-être les derniers, parce que j'étais un peu moins régulière, mais généralement, pour la rentrée littéraire, j'achète toujours, j'achète toujours, je trouve toujours le moyen de le trouver. Mais ouais, j'aime beaucoup cette nana, et la façon dont elle écrit, elle est vraiment remarquable. Donc on sait que tu écris, que tu as un carnet dédié à ton roman, mais est-ce que tu as aussi des livres à côté de toi, des livres un peu techniques d'écriture que tu aimes lire ou pas? Ouais, j'en ai un que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai acheté Le Thésaurus des émotions. Mon rêve. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors par contre, ils auraient pu quand même, je suis désolée, navrée, hein, ils auraient pu nous faire un chapitrage par ordre alphabétique, parce qu'à chaque fois, je me galère à retrouver l'émotion en question dedans. C'est pas par ordre alphabétique. C'est pas par ordre alphabétique, c'est un peu dommage, faut fouiner. Mais c'est pas mal, et en fait, j'en avais marre de Mon cœur rate un battement. J'en peux plus. Je suis désolée, j'en peux plus. Je vais cracher mon goût. Et je pense que je l'ai fait beaucoup aussi. C'est pareil, je vois parfois les mots que je ressors trop. Et vraiment, j'ai lu un bouquin au demeurant très bon, l'histoire très très bien et tout. Enfin, j'ai adoré cette lecture. Mais il y avait Mon cœur rate un battement presque à toutes les 20 pages, franchement. Et autant le premier passe, et au bout de 20 pages, je dis non, c'est pas possible. L'éditeur n'a pas fait son boulot, excusez-moi. Oui. Mais au bout d'un moment, ton cœur va s'arrêter. Ou alors on trouve autre chose. Et du coup, c'est vrai que je m'évertue à trouver d'autres choses. Et ça, c'est pas mal. Pour en trouver d'autres, c'est bien. Mais c'est à peu près le seul bouquin que j'ai. Après, j'ai plein de bouquins autour de moi, en fait, parce que j'ai plein de bouquins qui m'aident aussi quand je crée mes cours de yoga. Et il y a un bouquin particulièrement qui m'a beaucoup aidé dans l'écriture de la vaisselle insoumise, c'est le Tao Te Ching de Lao Tzu. Et il m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, les premières pages, les premiers mots de mon livre, en fait, s'inspirent directement de versets du Tao. Parce que il y a, sur chaque haut de chapitre, il y a un petit peu de lore qui est donc de références culturelles qui est apportée, puisque vu que j'ai une écriture à la première personne avec 2 points de vue, j'ai que 2 points de vue de protagoniste. Donc il me fallait apporter d'une certaine manière un petit peu de contexte au lecteur sans trop en dire, et avec quelque chose de complètement annexe. Donc j'ai une espèce d'entête sur le chapitrage, et il y en a un notamment qui est un peu en mode un peu mystique, avec des aphorismes qui franchement m'ont été soufflés directement du Tao, que j'ai retourné et remanié pour coller à l'univers, mais j'adore cette petite lecture hautement philosophique, et qu'on peut lire et relire sans jamais s'en saisir le sens. Franchement, ça m'intrigue vachement. J'ai très envie de lire ton roman. On va bientôt en parler. Que fais-tu quand tu as un blocage dans ton écriture, si ça t'arrive? J'ai pas l'impression que ça t'arrive beaucoup. Ça m'arrive pas beaucoup, mais pour être hyper honnête, j'ai fini le tome 1, j'ai eu un espèce de grosse poule, et tout ce que j'avais imaginé pour le tome 2, j'ai voulu tout remanier. Ouais, j'avais plus envie de ça exactement, j'avais envie d'autre chose. Et là, j'étais vachement emmerdée parce que je voulais soumettre le tome 1 en maison d'édition, et tout le monde demande le synopsis du tome 2. Forcément. Et là, je me suis dit, c'était début juin, je me dis putain, mais le synopsis du tome 2, il est encore tout brouillon, c'est bordel. Je sais pas exactement ce que je veux faire. Enfin, j'ai une petite idée d'où je veux les emmener, mais c'est pas construit. Enfin, ça me satisfaisait pas. Et c'est là que tout ce que tu fais en amont, finalement, de ce projet-là t'aide. Et j'ai simplement déroulé mon tapis de yoga. Ça peut paraître complètement con. Mais moi qui suis très très dynamique, je suis spécialisée dans les pratiques dites plutôt douces, plutôt méditatives, qui sont du yin yoga, où on tient des postures longtemps. Donc on se met dans des postures littéralement pendant 5, 7, parfois 10 minutes, avec ou sans support.
Et je me souviens, je me dis: «Bon allez, je me mets sur mon tapis». Puis je mets pas une playlist, de hymnes classiques pour apaiser mon esprit ou trouver un truc, ou je me mets même pas dans juste, du silence. Je mets la playlist de mon bouquin et je mets mon carnet au bout du tapis. Donc j'ai mis mon carnet, un petit stylo au bout du tapis et je me suis dit: «Bah, tant pis, je fais ce qui me passe par la tête en termes de posture, je me fais pas suer, je prends ce qui vient». Et j'ai laissé défiler et je me suis fait peut-être une session d'1 heure et demie et ça a fusé comme jamais. Je me suis dit: «C'est pas possible, il y a quelque chose qui canalise à travers moi, je ne peux», enfin, et des espèces de micro-révélations en mode, génialissime, en mode: «Oui, mais trop bien, ça s'imbrique super, c'est exactement ça, en fait». C'est ce genre de petit aha moment qui est juste jouissif, en fait. Enfin, moi, j'adore ça. J'écris pour ça, je crois, en fait. J'écris pour ce moment où les pièces du puzzle viennent clac, se refermer et où justement il y a tout qui fait sens alors que c'était un truc qu'on n'avait pas pensé au de la base et finalement, ça se relie, j'aime beaucoup et donc du coup, bah, c'est un peu ce que je fais effectivement quand je suis en mode syndrome de la page blanche, même si ça m'arrive peu, c'est bon OK, je pose tout, je pose le corps, je reviens dans le corps et je laisse filer, je laisse, voir ce qui vient. C'est vrai que ce moment où plein de trucs qui semblaient pas trop liés, en fait, s'emboîtent comme ça, et t'es en mode « Oh, je suis un C'est génie !» génialissime. Non mais c'est ça et là tu t'aimes, tu te dis: «C'est pas possible, pourquoi j'y ai pas pensé avant?» Ouais, c'est ça. C'est le meilleur moment. Ouais, ouais, ou ça et les espèces de phrases à double sens. Tu fais dire quelque chose à un personnage et là tu te relis, tu fais: «Purée, c'est vicieux». C'est-à-dire que s'il le lit la première fois, il va le comprendre dans le premier sens. S'il connaît la suite du bouquin et qu'il repasse dessus, il va avoir une signification tout autre et ça j'adore, c'est génial. Moi aussi, j'adore. Et oui, et puis tu disais, tu parlais à un moment donné que tu laissais un peu des indices aussi Ouais, à des moments. c'est ça. Faudrait on en reparlera peut-être après, mais Je sais ça, pas c'est comment un ça truc que s'appelle, je sais j'aime pas si trop c'est un nom aussi. technique, mais moi j'appelle ça des ancrages en fait, genre il y a des petites choses qui sont placées suffisamment profondes, mais pas forcément hyper détaillées pour que je puisse à partir de là pouvoir, créer quelque chose ou Ouais. rattacher quelque chose. Enfin, je sais pas, comme des Lego quoi, genre, il y a un endroit où on peut s'amarrer là. Il y a un truc qu'on peut faire, on peut continuer le puzzle par là, il y a une échappatoire. En voie d'escalade, parce que je grimpais, pendant un moment, enfin mon chéri surtout, il y a ce qu'on a quand ils font des grandes voies, donc qui montent, des falaises, il y a toujours des petites échappées en fait pour redescendre parfois sur le côté. Bah, en fait, Mm. c'est un peu ça quand j'écris, je me dis: «OK, là j'ai une échappée, là ce personnage-là, si je veux, je peux le découdre comme ça. Là, OK, j'ai planté ça là dans le tome 1, je vais pas m'en servir tout de suite. Je vais le laisser mariner et puis quand ça va revenir, ça ah oui, mais elle m'avait dit en fait, mais genre par exemple dans le tome 1, le protagoniste, l'homme, ne montre pas son visage et on ne connaît son nom que vraiment dans les derniers chapitres. Mais si on rembobine le fil, on l'a quasiment direct. De même que le nom de la protagoniste est donné aussi dans le tome 1 alors qu'elle n'est même pas encore donnée dans le tome 2 typiquement, mais il y a des choses qui passent. Mais il faut savoir lire entre les lignes. J'aime trop ce genre de truc quand c'est bien fait, quand Ouais, il y a des petits indices qui sont laissés, mais tu penses que c'est insignifiant, et en fait on va te dire, tu te rappelles ça là? tu te C'était rappelles? super important. C'est vraiment J'avoue le que moi meilleur aussi, truc, même quand je j'adore. lis, c'est les trucs qui me plaisent le plus, hein. Et d'ailleurs, je m'évertue à les trouver. Enfin, du coup, j'ai une Oui, c'est lecture en ça. mode, détective, Tu quoi. mènes Genre, attends, l'enquête, elle m'a dit ouais. ça là, ok, non mais je te vois venir, toi. Ça c'est louche, ça veut dire un truc. Je m'en rappellerai. Dernière question pour cette partie. Où puises-tu ton inspiration? Everywhere. Non, dans beaucoup, beaucoup de choses. Énormément de choses. Forcément dans les livres, dans les films, dans les séries, dans la musique, dans les personnages que je rencontre aussi dans la vie courante, parfois des petits bouts de dialogue ou je sais pas, un tatouage qui m'a marqué ou un regard, un truc qui fait des clics, quoi. Enfin, c'est très variable et ça dépend un peu. Pareil, j'essaie de me nourrir en continu. D'ailleurs, c'est intéressant dans le carnet que je t'ai montré, il y a toute une partie en fait sur comment nourrir son inspiration et où chercher. Alors, je n'ai pas forcément utilisé cette partie-là parce que pour le coup, elle est plutôt bien développée chez moi. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, il faut se nourrir pour que ça passe. Et puis, parfois, il y a des choses dont on s'y attend pas. Là. Récemment, j'ai regardé Princesse Mononoke, et puis dans l'écriture du tome 2, il y a des trucs qui sont venus, qui n'étaient pas prévus. Et en fait, je me dis, ah ouais, mais ça, je vais réutiliser là, l'espèce de coiffe blanche, là, ça me plaît. Enfin, il y a un truc, ouais.
c'est des petits bouts, parfois des choses qui ont strictement rien à voir avec de l'écriture, mais qui ont toujours un peu de sens. Moi, j'aime bien mettre, pour les gens qui savent lire entre les lignes, euh, des petites refs. Euh, genre le vaisseau spatial des protagonistes s'appelle l'Endurance. Et pour moi, ce n'est pas un autre nom, c'était l'Endurance. L'Endurance, c'est le navire d'Ernest Shackleton, qui est un explorateur, qui a une épopée pour aller chercher les pôles, qui est extraordinaire. Le mec, qui va jusqu'au bout, et en fait, il s'arrête parce que sinon, il va tuer tout son équipage. Enfin, il fait des pieds et des mains pour ramener. Il ramène, c'est le seul qui ramène tout son équipage vivant de plus d'1 an et demi d'exploration dans les pôles. Enfin, il y a un truc qui était très très fort dans cette histoire et moi j'ai adoré. Et je ne me voyais pas appeler ce vaisseau autrement en fait. Pour moi c'était l'endurance point. Enfin, et bah ça pareil, ça peut paraître complètement anodin parce que plein de gens vont pas forcément avoir la ref, mais peut-être que finalement d'autres vont la trouver. Je sais que j'aime bien reprendre et détourner des citations. Là, récemment, pas plus tard qu'hier, je crois que j'ai détourné une citation de Frida Kahlo que j'adore. Donc là, on est dans la peinture. Elle a fait une citation en mode Je suis feu, enfin, où elle exprime toute sa rage féminine, qui est très présent aussi comme thème, et où je le détourne pour l'utiliser avec mon personnage qui en est très, très fortement imprégné. Et j'aime bien, en fait, aller chercher ces petites influences-là dans des endroits où on s'y attend pas. Alors après, il y a des grosses influences, on en reparlera peut-être dans le bouquin, mais oui, effectivement, il y a une grosse vibe Star Wars, il y a une grosse vibe La Servante écarlate, on en a déjà parlé. Star Wars, c'est quelque chose auquel j'étais vraiment mais, genre biberonnée petite. Je crois que je peux connaître très aisément les 2 premières trilogies absolument par cœur. Euh, c'était très très présent enfin, culturellement chez moi. De même que bah, voilà, les grands bouquins, les grandes épopées qui m'ont marqué étant ado, parce que je crois que c'est ces premières lectures qui sont un peu les lectures chouchou finalement qui nous marquent aussi beaucoup. Quoi. Et du coup, en tant que fan de Star Wars, qu'as-tu pensé de la dernière trilogie? Oh putain, non, m'en parlez pas. La dernière trilogie est à chier. Le seul truc peut-être qui est bien, c'est la relation euh, entre les 2 protagonistes, entre Ren et Kylo Ren et Rey. ouais, et Rey. C'est peut-être le seul truc qui à retenir. Non, par contre, ce que j'ai adoré, c'est Rogue One. Ah oui. Là, excellent. ils ont fait très fort. Et la Excellent, série Andor. Et J'ai là, pas- on voit, j'ai pas vu, mais il paraît on qu'elle voit est le bien, côté ouais. mature et le côté très calculateur aussi qu'avait Lucas au départ. On revoit un peu les dessous, on revoit un peu de la politique. Et au départ, on se dit putain, ça va être chiant. Et en fait, c'est plus deep, mais c'était. J'ai bien aimé Rogue One et j'ai bien aimé aussi le fait que ne soient pas tout cuit là pour les personnages avec la force et autres quoi. Et puis bon, ouais, la force, faut arrêter de se voiler la face. Hein. Ni plus ni moins qu'un système de magie. Hein. Oui, c'est clair. C'est ni plus ni moins que le Tao. Et Ok. je pense qu'il s'en est inspiré et franchement, c'est brillant. Mais c'est déjà, en fait, c'est même pas vraiment. C'est pas de la science-fiction, on peut pas classer dans la science-fiction, c'est autre chose. C'est de la science-fantasy à la rigueur, mais je sais pas s'il y a vraiment un terme. Oui, si, il y a un terme pour C'est Star Wars. science-fantasy le terme, mais je trouve qu'il est un peu bâtard parce qu'on a l'impression qu'on est entre 2 trucs, alors qu'en fait, c'est quand même assez génialissime. Ouais. Bon, ben alors on passe à la partie 3 du coup. Et donc j'aimerais bien que tu nous pitches ton projet, si tu veux bien. Je suis très mauvaise à ça. Alors, suis pas encore entraînée. Franchement, quand je dis pitch, c'est pas vraiment un vrai pitch de 2 minutes. C'est juste raconte-nous ce que tu as envie de nous raconter. Je raconte ce que j'ai envie de raconter. Si tu veux, je peux te lire la 4e de couve. Hein. Je dois l'avoir quelque part. Si tu veux, oui, vas-y. Ouais, je dois l'avoir quelque part. Ça peut aider. En tout cas, c'est pas vraiment un pitch. Je pourrais élaborer à partir de ça. J'essaie de la retrouver. 4e de couve du tome 2, ça va pas le faire. 4e de couve, ok. Donc si je dois pitcher avec la 4e de couve, Lily, vestale au temple, a tout oublié de son passé et ne sait rien de son avenir. La seule chose dont elle est certaine, c'est qu'elle n'en aura pas si elle ne parvient pas à s'échapper des mains du suzerain de Mantra avant de lui être mortellement liée. Les Vestales ne sont destinées qu'à une seule chose, donner des héritiers à leur seigneur. Seulement, elles ne survivent jamais à leur progéniture. Elles transmettent leur magie et meurent. Lily refuse de se résigner à un tel sort. Après des années d'enfermement en Guinécée, elle nourrit une farouche envie de vivre. Mais fuir ne suffit pas, encore faut-il semer les pires chasseurs de primes de la galaxie qui sont à ses trousses.
À leur tête, un mystérieux Sinalorien en armure, dont elle ignore s'il sera son salut ou sa perte. Oh là là, c'est beau. Donc globalement, Ça donne envie. on suit dans cette duologie deux personnages. Qui est une Vestale, donc une femme qui est douée d'une magie qui s'appelle l'onde, sauf que elle ne la maîtrise pas, elle en a été privée par des inhibiteurs pendant des années, et en plus on lui a effacé tout son passé et on la promet un avenir qui est ni plus ni moins finalement qu'un peu un avenir à la Servante écarlate, en mode tu vas être mère pondeuse pour un suzerain qui va agrandir sa lignée et bénéficier entre guillemets de cette magie un peu par défaut en abondance etc. Et en fait, elle est plutôt revêche, plutôt ingénue quand même, et elle comprend finalement qu'il y a quelque chose qui cloche. Et lors de ce premier chapitre, donc, j'ouvre ça avec le premier chapitre qui est une cérémonie, ça s'appelle l'Ordalie, où les Vestales sont testées pour savoir si elles comportent, si elles ont avec elles l'onde, de manière assez forte ou pas, sachant que celles qui ne réussissent pas sont typiquement aux égouillés, et qu'elles doivent du coup faire démontrer qu'elles possèdent l'onde sans savoir vraiment trop comment. Donc je ne vais pas tout spoiler, mais bon, il se passe quelque chose dans cette cérémonie qui est un peu hors norme, forcément, et ça lui met la puce à l'oreille. Et elle se retrouve avec le premier prix de la tombola, en fait, la Vestale que tous les suzerains veulent. Donc elle se retrouve vendue au plus offrant, et donc une espèce de captive permanente qui n'a qu'une envie, c'est de se libérer de sa prison. Et lorsqu'elle va le faire, elle va du coup se mettre en fuite. Tout le premier livre est sur cette fuite. Et bien entendu, il y a des gens qui vont se lancer à sa poursuite, dont un chasseur de primes complètement taciturne et complètement fermé, armé de métal assez froid, qui n'enlève jamais son casque, jamais son aume, donc on ne voit pas son visage pendant très 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 grande partie du bouquin. Et qui se met à la pourchasser, puis évidemment c'est un peu une cible facile, puisque elle sort un peu de nulle part, et puis voilà, mais ça va pas trop se passer comme prévu. Et puis le deuxième personnage qui lui court après a pas un passif très lisse non plus, et il cache pas mal de choses finalement sous son rôle. Un peu The Mandalorian. Clairement, en Star fait, j'aurais adoré qu'on ait quelque chose d'autre que simplement du babysitting avec Grogu. Enfin, et il y a quelque Même chose si on les vraiment. adore. Moi, j'ai eu envie quand j'ai vu ça, je me dis mais il y a un truc à faire avec son identité à lui. Et en fait, il y a un truc qui peut être tellement porteur de plot twists divers et variés que il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Mais ouais, c'était effectivement mon point de départ, et j'avais vraiment envie de remettre de la romance au centre, avoir une relation de deux personnes qui se fuient, qui se cherchent, qui se chamaillent, et qui finalement se trouvent d'une manière assez inattendue. Et ce qui est intéressant, c'est surtout leur évolution à eux deux. Comment finalement, petit à petit, elle va essayer de fendre son armure, comment elle va se renforcer elle, parce qu'elle part de très très loin. Et encore une fois, je suis pas fan du tout des héroïnes qui, en deux coups de cuillère à peau, arrivent à mettre un homme de 80 kilos par terre. Donc, elle va en chier. Euh, et, mais ouais, il y a une très très belle évolution des personnages. Et d'ailleurs, on renverse presque l'intendance dans le tome 2. Donc, c'est assez intéressant. Ça a l'air trop bien. Ça me donne envie de le lire. J'ai trop hâte. Voilà. Du coup, tu dirais que tu as fait 50-50 au niveau de la fantasy et de la romance. Non, elle est clairement sur le tome 1, elle est clairement centrale. C'est vraiment leur relation à tous les deux qui tisse d'une certaine manière. Ils évoluent dans un univers, donc science fantasy, parce que globalement on va avoir deux pôles qui vont s'affronter, hein. Lui il est très terre à terre avec son vaisseau, ses armes, ses gadgets et tous ses trackers qu'il essaye de lui mettre de partout, hein. Donc on a un mec très 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 carré, et elle arrive, elle débarque, elle manie un truc, elle sait pas trop comment, elle arrive à lancer des éclairs, à être dans la tête des gens, elle est paumée. Et elle est beaucoup plus ronde. En fait, les deux forces vont se percuter, quoi. Et c'est ça qui rend leur relation intéressante, c'est que malgré lui, plus ou moins, elle lui rappelle des choses. Elle lui rappelle beaucoup de choses, elle lui rappelle un petit peu des choses de son passé, et il va devoir, s'il veut, entre guillemets, s'en sortir et s'en sortir avec elle, il va devoir affronter ces petites ténèbres, ce monsieur. Donc
Donc c'est chouette. Et à travers tout ça, il y a quand même il y a un univers qui est tissé, qui est assez large, qui est plus large finalement qu'un univers fantasy où on se trimballe sur une carte et on navigue de contrée en contrée. Là, on va naviguer de planète en planète. Donc c'est pour ça que c'est très très dur pour moi de faire ne serait-ce qu'un mood board du projet, parce qu'il y a des planètes tellement différentes qui se rencontrent et qui s'entrechoquent. Après, j'aime pas les univers qui sont trop étendus où on se perd. Donc sur le tome 1, on reste sur 7 planètes différentes et on y repasse parfois. Donc on va retrouver des choses, on va retrouver des ambiances plusieurs fois. Sur le tome 2, pareil, il va y en avoir une ou deux en plus, mais on va globalement rester sur ce même système, entre guillemets, donc sans forcément aller complètement explorer d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur finalement de cibler et de donner une ambiance parce qu'on va avoir, en fonction des planètes qu'ils visitent et des choses qui leur arrivent en termes de péripéties, des ambiances un peu différentes. Il va y avoir quand même une continuité dans le ton, dans les références qu'ils vont avoir tous les deux, dans tous les personnages annexes qui vont graviter autour, parce que il y a ce fameux suzerain qui la traque, mais au-dessus du suzerain, il y a une espèce de guilde marchande qui veut accéder à cette force d'une certaine manière. Il y a l'ordre dessiné à l'Orient qui est très carré, qui a un codex qui est qui hyper carré et qui tolère pas l'indiscipline. Et ouais, c'est assez chouette, mais c'est assez vaste. Par contre, j'essaie vraiment de le rendre digeste justement en l'amenant par petites touches. Donc, je dirais pas que j'ai fait vraiment un 50-50. C'est vraiment leur histoire qui est au centre. Par contre, tout l'univers autour va vraiment essayer de s'articuler pour la soutenir. Oui, il y a quand même, enfin, t'as quand même bien développé l'univers, quoi. C'est Ouais, pas. oui, ouais, complet. Donc, et d'ailleurs, c'est un truc que personnellement je kiffe faire. J'aime beaucoup le world building. Alors pas dans le sens à la Tolkien où je vais aller inventer des langues, j'aurais pu, hein, mais je trouve que là pour le coup c'est une complexité trop grande. Pareil, j'en peux plus des noms de personnages imprononçables. Butez-moi, j'en peux plus, je n'arrive pas à les prononcer. Donc j'ai essayé le plus possible de faire des noms qui soient prononçables. En tout cas qui marquent et qui restent. Mais ouais, le world building est assez chouette quand il est tissé et assez sous-jacent sans forcément être omniprésent. C'est ce qui me permet, avec les petites entêtes de chapitre, de faire du lore, donc du coup d'amener à chaque fois, pour chaque chapitre, une info capitale que, pareil, on peut la lire en diagonale, si on la loupe, on y revient et on a compris. mais, mais en tout cas, ouais, de tisser un truc un peu dense, mais qui supporte leur relation à eux, vraiment. Et est-ce que tu saurais nous dire comment tu as eu l'idée de cette histoire ? Honnêtement, non, parce que ça fait un bout de temps. Je pense que tu as parlé du Mandalorian, clairement, cette série, moi, ça m'a influencé sur le personnage principal de Sina, parce que j'ai adoré me dire, putain, qu'est-ce que je peux mettre derrière ce masque? Qu'est-ce que je peux mettre derrière ce casque? Comment est-ce que je peux le rendre humain? Le faire perdre pied? Enfin, comment je peux jouer avec son identité? Le fait qu'elle veuille le regarder, qu'elle n'arrive pas à le regarder, ne serait-ce que pour les scènes de smut, c'est génial. Par contre, à décrire, parce que beaucoup de choses passent dans le regard. Je ne pouvais pas me passer, je ne pouvais pas décrire ni ses yeux, ni son sourire, ni ses mimiques. Il a fallu que je passe tout dans le non-verbal. C'était hyper hard. Ah ouais, j'imagine. C'était Mais au bien moins, hard. on évite les. Elle le regarde dans les yeux, il plonge à son regard. Ouais. Tous les trucs de regard et des yeux là. Ouais, du coup, effectivement, galère. c'est tourné différemment. Et c'était un très très bon exercice. Mais tout est dans le fait qu'elle le découvre petit à petit. Enfin, à un moment, elle va voir un bout de mâchoire, à un moment, elle va voir un autre bout de truc. Enfin, c'est presque comme si elle avait petit à petit un puzzle, pareil, qu'elle reconstituait. Et en fait, il est très très humain sous son home, quoi. Mais il est très bridé, quoi. Donc l'idée, ouais, je sais pas, il y a eu ça. C'est clair que c'est une très très grosse influx. Et en fait, j'ai eu envie de le prendre avec un tournant romance qui est pas du tout exploité. Après, il me semble qu'au départ, c'était un espèce de rêve, et j'ai eu des scènes qui sont arrivées, qui sont pas d'ailleurs, qui sont pas forcément qui sont pas forcément les premières où ils se rencontrent. Enfin, j'ai eu quelques bouts de scènes qui sont arrivés, puis petit à petit, une scène plus une scène, ça a commencé à créer d'autres choses, et ça se tisse au fur et à mesure, mais ouais. Qu'est-ce que tu as préféré écrire entre les dialogues et les descriptions ? Je kiffe les dialogues. Je kiffe les dialogues, surtout quand ils sont acérés, incisifs. Et là, entre les deux protagonistes, je m'en suis donné à cœur joie. Ils ont des dialogues entre eux, ils ont des dialogues intérieurs.
Il y a une IA dans le vaisseau spatial qui est absolument folle. Moi, elle m'a été inspirée par le personnage de la fée Clochette dans Peter Pan, en fait. Elle le surveille, elle est jalouse de tout ce qui se passe autour de lui, elle le veut pour elle toute seule. Enfin, elle est hyper possessive. J'adore. Et elle va la faire chier. Enfin, et elle le surprotège à mort et on comprend pas pourquoi jusqu'à la fin. Mais ouais, il y a des dialogues qui sont. Je crois qu'il y a des dialogues, mais c'est ce qui m'était venu en premier. Et la plupart d'ailleurs m'étaient venus en anglais. Trop bizarre. Parce que je regarde beaucoup de films et autres en anglais. Et mes premiers dialogues, mes premiers bouts dans ma tête se sont écrits en anglais. Et puis je vais bien sûr basculer sur le français parce que je ne me vois pas du tout écrire un roman en anglais. Mais j'ai beaucoup aimé les dialogues. J'ai beaucoup aimé sa voix à lui. Sa voix à lui, c'est un régal en fait. Il est sarcastique au possible, avec des expressions crues et en même temps une espèce de candeur et d'humanité sous-jacente. Il est juste énormissime. J'adore l'écrire lui. Je trouve qu'il y a un truc. Je m'éclate vraiment beaucoup, beaucoup avec sa voix. Euh, il est très, très incisif dans ses pensées. C'est un peu un régal de prendre cette voie-là, de m'autoriser à avoir une espèce de grosse voix de mec un peu bourru, un peu. Ouais, enfin, là, c'est un chasseur de primes qui me combat dans des arènes. Franchement, il vient pas compter fleurette, quoi. Il est dans le palais, il regarde les moulures au plafond, c'est joli, mais franchement, je suis pas là pour ça, quoi. Enfin, ouais, il est à côté de ça, il ferait tout pour elle, quoi. Je veux dire, pourquoi brûler le monde et se contenter de brûler le monde quand on peut juste faire clamser toute la galaxie, quoi. Donc, ouais, c'était plutôt ça. Ouais, j'ai bien aimé la voix intérieure des personnages. Et la sienne particulièrement, c'est un truc que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Quel type de scène tu as préféré écrire du coup? J'aime beaucoup écrire leurs dialogues à eux. Surtout dans le tome 1, ils sont incisifs quand même, à souhait. La première scène où ils se rencontrent, je l'ai écrit avec les deux points de vue. Donc on la voit une première fois de son point de vue à elle, une deuxième fois de son point de vue à lui. J'ai adoré écrire ça comme ça. Avoir cette double... c'est le seul et unique moment où ils sont en résonance. Ce mot va être important pour la suite, mais le seul unique moment où ils sont en résonance et c'était super chouette à écrire. Donc vraiment, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup écrire aussi les scènes de fight. Même si c'est chaud, parce qu'il faut toujours essayer de veiller à ce que ce soit un minimum crédible. Donc je me les représente pas mal en tête. Parfois, je les joue. Toutes les scènes où il l'entraîne, toutes ces scènes d'entraînement, c'est de l'entraînement que moi j'ai pris. C'est-à-dire qu'avec mon associé, on va une fois par semaine prendre des cours de boxe et on nous fait taper dessus. Donc pour initialement pour travailler le cardio, mais globalement c'est tout ce qu'on trouve dedans, c'est les conseils que moi j'ai eus, enfin voilà, des choses que j'ai vécues dans le corps, parce que je trouve que c'est vraiment important que ce soit hyper réaliste. Et peut-être que des auteurs qui seront pas d'accord avec ça. Moi j'ai adoré écrire les scènes de Smut. Enfin, je trouve qu'il y a un truc hyper animal, hyper fluide. Enfin, il y a quelque chose de vraiment chouette à essayer d'être sur le fil en étant toujours voilà, en faisant monter le désir sans tomber dans la vulgarité. Il y a un équilibre très subtil et c'est hyper intéressant. Ouais, c'est intéressant de savoir ça parce que justement j'ai Louisa, le dernier épisode qui est sorti, qui m'expliquait que elle avait repoussé le moment où elle allait devoir écrire sa scène de smut parce que elle est pas du tout dans la romanticie pour le coup, mais elle avait une scène à écrire et elle disait mais je vais jamais y arriver, je sais pas comment faire. Elle savait pas à quel point elle avait envie d'en donner au lecteur parce que elle était dans une position où elle disait est-ce que les gens ils vont croire que c'est ma vie sexuelle à moi. Mais tu vois, elle se posait des questions comme ça et ouais, moi je suis un peu comme ça aussi. Je me dis, pour l'instant, j'ai pas prévu d'en écrire, mais je pense que ça arrivera peut-être. Mais j'ai un peu cette appréhension-là, quoi. Moi, c'est la première scène, celle que j'ai écrite là, après le oh merde, en fait. C'est cette scène-là que j'ai écrite parce qu'elle est. En plus, elle a une certaine particularité que je ne révélerai pas, mais il y a quelque chose qui est vraiment du fait de son identité cachée à lui, qui est un peu emmerdant. mais c'était vraiment une espèce de scène clé en mode c'est le moment où ça bascule, quoi.
où on arrête de se tourner autour et autres, et où le slow devient enfin burn d'une certaine manière, mais pas forcément too much. Et c'est assez intéressant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui ont peut-être de la pudeur à propos de ça. Alors, moi, pas du tout pour le coup. Pour tout te dire, j'ai même fait lire, donc mes bêta-lecteurs, j'avais mes deux parents, ma tante, qui sont tous les trois ainsi, et ils avaient du temps pour lire, des amis divers et variés, même des élèves du studio. Et je me suis posé la question en mode, ok, mes parents vont-ils lire les scènes de Smut? Et en fait, c'était pas une question, enfin, je veux dire, ça m'a effleuré peut-être 30 secondes. Après, je me dis, en fait, mes parents vont lire un bouquin qui est écrit par quelqu'un d'autre, et voilà. Il n'y a jamais eu de tabou sur ce sujet-là entre nous, en tout cas. Donc moi, j'en ai pas non plus. Le seul truc qui était drôle, qui m'a fait vraiment rire jaune, j'avais hésité à en faire un réel, puis je l'ai pas fait, tu vois, j'ai pas osé le poster pour le coup, celui-là. C'est ma mère qui m'a sorti comme commentaire en texto. Comment elle m'a sorti ça? Elle m'a dit j'ai trouvé les scènes de sexe très bien documentées. Et là, je me suis littéralement. Enfin, ouais, j'ai hurlé de rire, quoi. Et je me suis dit peut-être que je le ferais pas lire à ma belle-mère. Mais c'est très drôle. Et là, j'ai mon chéri qui est en train de le lire un petit peu après tout le monde, parce qu'il lit plutôt lentement. Et je regardais, tu vois, sur la liseuse, je regardais par-dessus son épaule. Je regardais à peu près où il en était. Je me suis dit, j'aimerais bien voir sa tête en lisant justement les scènes de Smut pour voir la tête qu'il fait, quoi. J'ai pas réussi à voir. Mais en plus, puis à un moment, j'ai attrapé la liseuse et puis c'est arrêté genre en plein milieu de cette scène. Je me dis, mais tu peux pas t'arrêter en plein milieu de cette scène. Soit tu vas au bout, soit tu t'arrêtes avant. Donc, ouais, mais c'est rigolo. Je pense qu'on a tous, on a tous notre appréhension pas-dessus. Moi, je trouve qu'elles sont chouettes à écrire parce que justement, c'est comment décrire de l'intimité sans tomber dans de la vulgarité. Oui, puis en plus, dans la romantésie, c'est un peu le climax, quoi. C'est un peu le moment attendu, entre guillemets, parce que tu crées une tension entre les deux personnages, donc il faut qu'il y ait un moment, il faut que ça y aille, quoi. On en parle, il y a de ces slows qui ne burnent pas. Là. Moi, j'en ai ras-le-bol. Hein. Enfin, un temps, mettez-nous des flammes. Hein. Enfin, oui, c'est un slow burn. Non, mais c'est un slow surtout. Enfin, beaucoup de slow. C'est un slow, il y a pas beaucoup de slow, mais bon, faut que ça burne. Hein. ouais, oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu un climax qui est attendu. Après, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver... et c'est pas forcément facile d'ailleurs d'arriver à trouver des choses qui font que ça sorte de ce qu'on a déjà vu, de l'ordinaire, que ce soit tant par les échanges entre les deux protagonistes que par le moment où ça arrive, le lieu où ça arrive, la façon dont ça arrive. Ça, c'est un peu plus délicat. Autant pour le 1, il y en a peut-être 3. Je les avais à peu près toutes en tête, je savais à peu près où les placer. Autant pour le 2, elles sont arrivées que récemment. Mais maintenant, c'est bon, ça y est, je sais où est-ce qu'elles vont arriver, mais elles sont arrivées que récemment. Après, déjà, je trouve ton univers quand même assez original parce que on est dans de la fantasy, mais pas comme on l'a... C'est pas de la fantasy classique médiévale, c'est vraiment Star Wars, quoi. Et on n'en voit pas beaucoup, même... je sais pas si t'as lu The Hurricane Wars. Non, j'ai pas lu. Qui est inspiré de Star Wars. Mais même ça se passe pas sur plusieurs planètes, ça se passe sur le même... c'est un gros continent, on va dire. Donc même ça, l'autrice n'est pas partie aussi loin. Donc déjà, je trouve que rien que dans world building, il y a de l'originalité. Donc après, je pense que quoi que tu fasses à l'intérieur, on se dira pas c'est vu et revu. Contraire. Oui, en fait, je l'ai écrit aussi parce que je le voyais pas, quoi. Et j'ai parcouru le roman science-fiction en long, large, en travers. Et en fait, il y a un truc très dark dans la science-fiction où il faut que ça soit rigide, où il faut que ça soit codifié, ingénieur et un peu boring, excusez-moi. Et franchement, j'avais envie de redonner... Enfin, je trouve que Star Wars, c'est pas du tout boring, quoi. Il y a de la vie, il y a de la dynamique, il y a des couleurs. Putain, mais des couleurs, quoi. Science-fiction, les bouquins, la couverture, elle est grise avec un... Ouais. On se fait chier rien qu'à la couverture. C'est terrible, quoi. Et il y a un truc très, très mec, très... Ouais, je sais pas, très... Je vois ce que tu veux dire. Ce qui ne donne pas envie, moi, en tant que lectrice. Et pourtant, j'adorerais, en fait, me dire, je suis pas limitée à la carte de la contrée ou du domaine de l'Iglesia, là, je peux aller un peu plus loin, quoi.
Mais ouais, j'avais envie un petit peu de recolorer ce domaine SF, ce domaine de l'espace qui est souvent très noir, et d'avoir quelque chose d'assez, paradoxalement, d'assez joyeux, malgré le fait qu'il y ait des thèmes assez difficiles, quoi. Oui, bah, l'un n'empêche pas l'autre, hein, de toute façon. Puis justement, c'est ça qui rend les histoires vachement profondes et intéressantes. Y a-t-il une scène qui t'a particulièrement marqué quand tu l'as écrit et qui te touche autant aujourd'hui quand tu la relis? Ouais. La scène de fin du tome 1, j'avoue, je pleure encore. Oh. J'ai pleuré en l'écrivant, beaucoup, parce que c'était la fin de quelque chose et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi fluide dans l'écriture. Enfin, l'écriture du tome 1 était d'une fluidité époustouflante. Je me suis vraiment étonnée moi-même, dans le bon sens du terme. Mais il y avait quelque chose de très, très cathartique aussi à sortir cette histoire finalement qui a mis 3 ans à maturer chez moi. Donc ouais, je dirais qu'il y a la dernière scène du tome 1, et dans le tome 1, il y a un personnage qui meurt qui m'affecte particulièrement parce que c'est un personnage qui a une signification pour moi qui n'en aura pas forcément pour le lecteur, mais qui pour moi a une signification très profonde. Donc du coup, tu as déjà pleuré en écrivant ton roman? J'ai C'est une déjà pleuré question en que écrivant j'ai. mon roman. Ouais. J'ai déjà pleuré en écrivant mon roman. J'ai déjà ri aussi. J'ai déjà eu mal au bide. Le tome 2 m'a donné mal au bide. Il y a des scènes au début qui sont assez dures pour elle, et je crois que c'était les plus dures à écrire. Il m'a fallu passer le cap, même si elles étaient bien dans le sens, effectivement, je pense elles sont bien dosées et puis elles mettent bien, voilà, en exergue ce que je voulais qu'elles mettent en exergue, mais elles sont pas faciles. Clairement, il y aura des trigger warnings, quoi. Ouais. Du coup, là, tu en es où de l'écriture? T'as fini l'écriture de ton tome 2? Le tome 2, j'en suis pas très loin d'un tiers. Il est un peu plus court que le tome 1 pour le moment. Enfin, après, je sais pas encore ce qui va en advenir. Mais sur le chapitrage initial, il est un poil plus court. Mais ça peut évoluer encore. Et surtout que les chapitres sont un peu plus courts, plus morcelés, parce qu'ils sont tous les deux, ils évoluent du coup tous les deux dans 2 versions différentes. Et là, c'était un peu plus dur aussi sur la timeline, les faire se croiser, les faire tisser des choses alors qu'ils sont pas relativement ensemble, avec des informations qui arrivent à ses oreilles avant elle, et vice-versa. Donc même le lecteur est un peu en décalé en disant mince, mais attends, pourquoi il fait ça? Parce que moi j'ai loupé un truc, et en fait le truc que tu as loupé revient après. Donc il y a pas mal de jeux sur la timeline. Mais je suis pas mal avancée. Ouais, petit tiers. Petit tiers, à voir comment j'arrive à progresser dans les vacances. Là, je pense que cette semaine, ça va pas mal progresser encore. Et puis, ça va forcément ralentir en août quand je vais partir en congé. Puis ça reprendra à la rentrée sur le créneau 21h-23h. Le fameux créneau. Objectif, j'ai promis à mes bêta lecteurs une lecture en décembre. Parce que j'ai eu des reproches après le tome 1 en mode tu vas pas nous laisser comme ça. Donc Pas voilà, le choix. pas le choix. Et en fait, non, je me suis lancée un peu à cœur ouvert dedans parce que quand j'ai envoyé le tome 1 aux éditeurs, j'ai eu un petit coup de mou en mode ben merde, maintenant je fais quoi? Genre je me tourne les pouces et puis j'attends que ça passe. Et en fait, c'est pas du tout moi ça. Donc je me suis dit non, je me lance à fond dans le tome 2. Et puis après, quand j'ai les 2 tomes, l'un et l'autre, je reprends tout le boulot du tome 1 au tome 2 pour être sûr qu'il n'y ait aucune incohérence, que même les ancrages qui soient un peu plus profonds et autres, et pour avoir quelque chose de vraiment complet, quoi. Vu que le processus éditorial prend énormément de temps, je me suis dit que j'allais le mettre à profit. Ah, mais c'est clair. Mais en plus, c'est trop bien parce que ça sera un argument supplémentaire pour les maisons d'édition. Genre, en fait, mes 2 tomes sont déjà écrits, quoi. Il n'y a plus qu'à relire, corriger l'ensemble et les 2 tomes sont prêts. Et... Oui, c'est clair que oui, je pense qu'il faut pas forcément, d'ailleurs, je pense déjà en mode sortie, mais je pense qu'ils sortiront pas forcément à beaucoup d'intervalles non plus. Parce que j'ai horreur d'attendre le tome 2 pendant 2 ans et que je m'en souvienne plus. Donc un tout petit temps de latence quand même, histoire voilà, mais pas moins de 6 mois, je pense. S'il y a des éditeurs qui passent par là, ça m'étonnerait. Mais Mon numéro est le... s'il vous plaît, publiez-le. Je mettrai toutes les infos dans la description pour aller sur Ça tout. marche. Alors, cette question, vu que tu es très architecte, peut-être que tu ne pourras pas répondre, mais y a-t-il un moment où tes personnages ont fait ce qu'ils voulaient et où tu as dû t'adapter? Oui, si, ça arrive. Ça arrive.
Alors généralement, ils vont pas trop loin quand même, mais ça arrive qu'il y ait une ligne de dialogue qui soit pas du tout prévue et qui sorte. Ça arrive qu'effectivement, il y ait une action qui soit pas prévue et qu'elle sorte. Je leur laisse cette liberté-là complètement. Genre ce matin, il y a un truc qui n'était pas prévu, voilà. Et est-ce que dans ces moments-là, ça change pas vraiment Non, ça va pas changer l'histoire, quoi. le plot ou autre. Par contre, c'est pas forcément un moment fulgurant, mais je m'aperçois sur leur construction et leur évolution au fil du temps qu'au fil des dialogues du coup qui se créent, ils prennent des directions que j'avais déjà plus ou moins orientées, mais peut-être de manière un peu différente de ce que j'avais pensé, avec peut-être un peu plus d'emphase ou peut-être de manière un peu plus rapide ou plus lente justement. C'est pas forcément révélateur d'une scène en particulier, mais ça peut se lisser sur le roman, quoi. Est-ce que les personnages que tu as écrits te ressemblent ? Et si oui, dans quelle mesure ? Je pense que le personnage de Lily, c'est moi il y a peut-être 10 ans, d'une certaine manière. C'est souvent le cas dans les romans, il y a beaucoup d'inconscients qui parlent et on ne voit pas forcément d'ailleurs quand on écrit, on le voit à la relecture. On dit « Ah, merde !» Donc oui, je pense que Lily, il y a quelques facettes de moi et peut-être un moi qui était plus jeune, plus immature, moins réfléchi, plus impulsif, plus en colère. Elle est en colère. Elle est vraiment en colère et je pense qu'il y a cette partie moi qui avait besoin d'exploser depuis longtemps. Donc oui, c'est marrant, c'était le retour de mon père. Oui, Lily me fait penser à quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, de manière très très drôle, et là pour le coup complètement inconsciente, j'ai écrit Sina, donc son homologue masculin, et peut-être qu'en arrivant aux 3/4 du bouquin, je me suis relue, je me suis dit putain, mais ma pauvre là, qu'est-ce que t'écris ? T'écris un mec en armure qui parle pas de ses sentiments, qui passe ses soirées à bidouiller dans son garage. C'est pas un peu ton âme quand même? Et il a quelques traits de caractère, je dois bien l'avouer. Mais ça m'a fait très, très sourire en fait, de m'apercevoir de ça, alors que c'était pas, pour le coup, pas du tout prémédité. Donc, oui, pas du tout pensé comme ça en tout cas. Ouais. Donc c'est un peu vous si vous étiez dans Star Wars, quoi. Ouais, mais en même temps non, mais il y a des petites choses forcément qui sont inspirées de notre quotidien et du coup quand ça transpire comme ça, c'est rigolo parce que je dis ouais, ça c'est un truc qu'il aurait pu faire, quoi. Pas tout, hein, mais ça il aurait pu le faire. Parmi tous ceux, je sais pas combien tu as de personnages, mais quel est ton personnage préféré parmi tous ceux que tu as créés ? Je crois que c'est lui quand même. C'est Sina, il est quand même, je l'ai bien gratiné. Non, et franchement, moi ça devient mon boyfriend préféré. Il a un truc. Il faut. Il a un truc, il a vraiment un truc. Et il est. Voilà, j'avais envie aussi de sortir, tu vois, de ces personnages qu'on voit en mode la petite nana ingénue qui a même pas 20 ans, et le mec, pareil, soit il a même pas 20 ans, puis il a déjà tout vécu, tu vois, genre il a déjà été dans une guerre, une armée, et puis il a eu 4 copines. Ou alors, c'est le fait qu'il a 150 ans, et donc du coup, ça justifie qu'il a tout vécu. Et en fait, pour le coup, moi, pas du tout. Elle a 24 ans, donc elle est un peu plus âgée que la norme sur ce type de créneau-là, et lui, il en a 8 de plus, donc il a 32. Donc oui, il a 32 piges, c'est un vieux, entre guillemets. Et je trouvais ça sympa de lui donner un peu d'âge, un peu d'expérience, de légitimer cette expérience en mode non, c'est pas juste il vient de prendre les armes et voilà, quoi, il s'installe tranquille, il a tout un passif derrière, mais il a eu un passif sur 10 ans qu'elle n'a pas vécu et c'est bien en fait. Donc, c'est bien. Faut changer, on a trop vu les mêmes types de personnages. Ouais, puis je trouve que c'est pas réaliste, on peut pas se dire ouais, j'ai 18-20 ans et en fait je sais tout de l'amour, je sais comment ça fonctionne. Non, il faut qu'il soit soit ils ont une histoire avant, mais du coup ils ont de l'âge, soit ils l'ont pas et du coup ils ont les travers de leur jeunesse en fait. Ils sont impétueux, ils sont impulsifs, irréfléchis, mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Donc moi, il était hors de question que je fasse un protagoniste qui était trop jeune. Je voulais vraiment qu'il ait maturé dans son armure. Littéralement. Littéralement. Y a-t-il un élément que tu as voulu absolument caler dans ton roman ? Un élément, c'est-à-dire
Alors, j'ai mis ce mot parce que c'est très très large. Donc, tu vois, j'ai des gens qui me disent, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de représenter la communauté LGBTQIA+, ou alors ça va être un truc complètement bateau, en mode, oh, j'ai voulu absolument caler telle scène parce que c'est un truc qui me plaît, enfin, tu vois. Donc, c'est très large. Ouais, c'est très large. Alors en fait, il y a 2 façons de répondre à ça, soit à travers les grands tropes entre guillemets du roman, qui sont moi un peu mes tropes préférés, soit à travers les petites refs que justement je mets parce qu'il y a beaucoup de petits circle reference qui tournent. Donc si on parle côté trope, moi je suis énormément attirée par tout ce qui est enemy to lovers parce qu'il y a une alchimie entre les gens qui voilà, qui sont que j'aime beaucoup. Alors ils sont pas fondamentalement ennemis en mode opposé, mais bon ils la traquent quand même, hein, donc il y a quand même un petit peu cette idée chasse-moi que veux-tu. C'est un slow burn. Il y a également le trope du female rage qui est très très présent et je pense que ça c'est quelque chose qui m'habite moi personnellement en tant que femme, en tant que femme, même pas forcément en tant que maman, en tant que femme. C'est un truc qui m'habite, qui est là, qui est très présent depuis hyper longtemps et que je pense qu'il avait besoin de s'exprimer. J'ai pas pour rien non plus que j'ai fait un métier d'homme pendant 12 ans, d'une certaine manière, dans un milieu complètement masculin. Donc il y avait quelque chose. Il y a le trope duel arena, parce que j'aime bien ces espèces de fights un petit peu chevaleresques, du coup, qu'on retrouve malgré tout dans un univers différent, mais ouais, il y en a pas mal. Et, euh, et puis il y a un petit peu ce trope fond de famille, parce que finalement elle atterrit dans ce vaisseau avec lui, cette IA complètement barge, et puis d'autres personnages qui vont se greffer au fur et à mesure, et elle a absolument plus de famille, et puis elle se retrouve à s'en créer une d'une certaine manière, et lui c'est pareil, il est un peu déraciné, et puis finalement il retrouve racine auprès d'elle, donc il y a quelque chose de ce goût-là, et il y a quelque chose aussi sur une partie identité secrète qui est du coup intrinsèque pour le coup au plot twist. Et après, sur les petites choses à intégrer, moi j'adore intégrer les petits trucs, mais je kiffe, franchement, j'aime bien les easter eggs, tu vois. Donc, je me fais plaisir à en mettre, que ce soit des easter eggs plus ou moins personnels, genre en mode, un moment il rentre dans un bar, bon bah le nom du bar, moi je le connais, je sais où il est ce bar, quoi. C'est quelque chose qui me parle, qui va pas forcément parler au lecteur, mais moi ça me fait plaisir en fait de retrouver cet esprit-là. Après, il y en a d'autres qui peuvent parler au lecteur. Enfin, il y a un titre de roman d'Amélie Nothomb, par exemple, à trouver. Il y a ce fameux vaisseau qui s'appelle l'Endurance, c'est pas pour rien. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut retrouver si on s'y regarde bien, en tout cas se dire ah ouais tiens ça me parle, je sais pas trop pourquoi mais ça me parle. Et puis j'aime bien aussi faire des références circulaires dans le livre. Des mots qui vont se dire d'une manière puis d'une autre. Euh, Dans le premier chapitre et le dernier chapitre, il y a des choses qu'elle dit qui bouclent l'histoire en fait d'une certaine manière. Et de la façon dont je rouvre le tome 2, il y a aussi des choses qui bouclent avec ce tome 1, de la façon dont ils se re-rencontrent dans le tome 2, il y a des choses qui bouclent avec leur première rencontre. Enfin, j'aime bien faire aussi des références internes finalement au lecteur sur l'univers en question et ça c'est assez kiffant. Je sais plus si tu as déjà répondu à cette question. La question c'est, est-ce qu'il y a une scène que tu avais en tête avant de commencer le projet? Ouais, j'en avais plein. J'en avais quasiment une bonne partie, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'en avais une très très grosse partie. Ouais, et c'est des trucs où t'avais vraiment hâte de les écrire. Mais le premier chapitre que tu as écrit, Ouais. c'est peut-être la scène, peut-être. Elle est en plein milieu du bouquin quasiment, presque même vers la fin. Et du coup, je me suis dit, bah, il va falloir que j'écrive tout l'amont pour qu'elle ait du sens. Ouais, celle-là, elle est sortie, elle était assez viscérale. J'avais besoin de la sortir, je pense. Euh, mais ouais, elles ont toutes mûri dans ma tête bien avant de sortir. Après, il y en a quelques-unes qui sont plus spontanées, mais souvent, effectivement, elles ont quand même un petit temps de maturation. Mais du coup, ça les rend plus fluides à l'écriture, j'imagine. Complètement. Donc, on va passer à la partie 4. Là, on va être sur des parties qui sont beaucoup plus courtes. La partie 4 se nomme les goûts et les couleurs. Alors, pour toi, un bon chapitre doit comporter combien de mots? J'ai pas de nombre de mots. Mon petit carnet dit entre 4 et 12 pages. C'est vrai qu'il y a une espèce de, de curseur. Ok. Perso, moi, un bon chapitre, c'est un chapitre qui délivre son message. Donc, avec un début qui me donne envie de le lire et une fin qui me laisse sur ma faim. Donc, j'aime bien l'étayer dans le sens où c'est un peu comme un épisode de série et ça file.
Je n'ai pas forcément un nombre de mots. Il faut que j'ai dit ce que j'avais à dire. Par contre, je m'autorise des chapitres courts et des chapitres longs sans aucun problème. T'as déjà un peu répondu, je pense, mais y a-t-il un cliché de la littérature dont tu ne peux pas te passer? Oh, il y en a plein. Allez, pour le fun, One Bed Trap, c'est kiffant. On a envie de les mettre dans des situations merdiques. Du coup, tu l'as fait? Je l'ai fait. Ouais. J'adore cette scène, j'adore ce trop. J'ai adoré. Mais c'est la fameuse scène que j'ai écrite en premier d'ailleurs. J'ai adoré cette scène qui pourrait être dans de la fantaisie purement classique et qui en fait prend toute une autre dimension. Tu vois, je l'ai mis dans le mien, mais ça reste mignon. Il y a pas encore de scène de smut, tu vois, parce qu'il se passe rien du tout entre les deux dans le tome 1. Mais il y a un truc qui se crée, tu vois. Et j'étais en mode, quand je l'écrivais, j'étais là, ouh, loulou. Alors que, tu sais, ils se tiennent juste la main, mais c'est parti comme une ouf. Ouais. Si ton projet était amené à être adapté en film ou en série, as-tu déjà réfléchi à quel artiste tu souhaiterais pour la bande originale? Hans Zimmer. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les bêta-lecteurs. Hans Zimmer. Woodkid aussi pourrait très bien fonctionner sur quelques passages. Ouais. Mais non, mais clairement, Hans Zimmer, putain, je suis avec le son de F1 depuis un mois maintenant, là. De son dernier film avec Brad Pitt. Oui. Ça marche très, très, très bien. Ah ouais, c'est vrai? Ça marche très bien. Et pour le tome 1, j'en avais d'autres de lui. Je crois que j'ai les Dunes, même s'il marche un peu moins bien, mais Inception fonctionne très bien aussi. Non, ouais, clairement, il y a... Pirates des Caraïbes, non? Non, pas Pirates des Caraïbes, puisqu'il est trop... Il y a un truc Trop connoté pirate. Trop connoté pirate. Aussi, et puis la petite dernière de Brandon Roberts dans la série, justement, Andor, la chanson qui s'appelle Brasso, qui m'a... J'ai adoré. À voir et à écouter en boucle... en grosse boucle. Et pour les scènes de smut, si ça peut vous aider, Cigarette After Sex, très bien. Régale. J'arrive en boucle et ça passe. J'adore. Ok. As-tu un auteur ou une autrice préférée? Pas vraiment d'auteur et d'autrice préférée. Non, je dirais pas forcément que j'en ai, mais j'en ai plein. En fait, j'en ai pas un préféré. Oui, bon. J'en ai plein. Après, Nothomb a quand même une place assez, même si c'est pas du tout la littérature que j'écris, elle a une place assez importante dans le sens où c'est une littérature avec laquelle j'ai grandi du coup et une personne que j'ai rencontrée plusieurs fois. Donc ouais, je dirais peut-être elle, tu vois. Tu l'as rencontrée Oui, elle est super accessible. Je l'avais rencontrée sur un salon du livre à Nancy il y a quelques années. Et elle est hyper accessible. Enfin, vraiment, c'est vrai qu'elle a l'air hyper... Et elle se rappelle de tout le monde, je crois. Et elle se rappelle de toi d'une année sur l'autre. Oui. C'est absolument inquiétant, mais c'est génial. Mais j'ai vu dans une interview, elle expliquait que le matin, elle se prend je sais plus combien de temps. Elle fait des correspondances avec ses lecteurs parce qu'elle n'a pas de téléphone, rien, et elle répond par lettre. Et elle se rappelle de tous ceux à qui elle écrit. Elle se rappelle de la dernière lettre que la personne a dit, enfin qu'elle a répondu. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, je me suis dit, mais donnez-moi un peu de votre cerveau, madame. C'est un truc de fou. Non, je pense qu'elle a des capacités hors normes pour ça, ouais. Ouais, clairement. Y a-t-il un univers que tu aurais aimé inventer? Il y en a plein. Tu peux en donner plusieurs, si tu veux. Je peux en donner plusieurs. Je crois que j'aurais adoré inventer l'univers de Christopher Paolini avec son Eragon, là, quand j'étais jeune. Ça m'a gonflé, puis il était bon, le mec. À la croisée des mondes, c'est pareil, la scène du dernier tome me fait toujours pleurer des années après. Il faudrait que je le relise, d'ailleurs, ça fait longtemps. Et c'est à lire, c'est vraiment à lire. Le Pont des Tempêtes m'a vraiment bien marqué, pour le coup. Beaucoup de gens qui ne l'aiment pas en tant que romantasy, moi je trouvais l'univers génial. Parce on était dans un truc complètement différent. Et je me suis dit, c'était osé d'amener un truc un peu de cette vibe-là. Et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin d'une traite, et La Reine Traîtresse, qui est le deuxième, je l'ai dévoré en une journée, je l'ai torché. Ah ouais? Ah ouais, mais si tu l'as lu? J'ai lu Le Pont des Tempêtes et en fait j'ai eu un peu de mal, donc du coup j'ai pas lu la suite. Faut lire le deuxième. Non, mais faut lire le deuxième, j'assure.
Tu vas pas le d'accord. regretter, vraiment. Ok, bon, je lirai Et alors. pour le coup, ouais, c'est Nasser, ouais, c'est pas mal. Ouais, j'ai bien aimé, moi, ça m'a beaucoup plu. Ouais, je pense que ça serait cela. Et est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais aimé inventer? Alors après, Un ça peut être... seul. Non, t'es pas obligé, en vrai, je dis un, mais ça peut être pas forcément dans la littérature, si jamais... parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit le Joker, par exemple. Ah ouais, tu m'étonnes, il est Euh, kiffant celui-là. donc, ouais, tu peux avoir plus large. Je peux prendre plus large. Même pour l'univers, s'il y a un truc, tu vois, Star Wars peut-être. Ou des Ouais, trucs je comme pense que ça. j'aurais bien aimé inventer. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu un jeu quand on était petit avec notre cousin, on s'inventait des histoires Star Wars là-dessus. Ouais, je sais pas, j'aurais bien aimé. Je- J'aurais bien aimé inventer Han Solo. Moi, j'aime bien Han Solo. Il y a un truc qui est assez fun. D'ailleurs, il y a un de mes personnages où clairement j'en dirais pas plus, mais il y a une petite vibe insolente comme ça, un peu brigand que j'aime beaucoup. Sinon, personnage inventé, putain, je rêverais d'avoir dans ma tête l'imagination de Miyazaki, quoi. Enfin, j'ai revu il y a pas si longtemps Le Château ambulant et Princesse Mononoke. Je me dis, mais purée, le sens du détail et la façon, la finesse dont il tire sur ses personnages aussi est très chouette. Non, ah si, ça y est, je sais l'univers que je voulais inventer, le personnage. J'aurais voulu inventer Katniss Everdeen, en fait. Ah. Putain, mais oui, mais enfin, pareil, je les ai revus il y a pas si longtemps que ça. Et la façon dont elle les traite et elle les maltraite, ouais, ils sont puissants, ces personnages. Je crois que c'est peut-être l'univers que j'aurais aimé inventer, tiens, ouais. Il y a Ouais. un truc, il y a un truc de colère aussi dedans que j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Tu as lu le dernier qui est Non, sorti? j'ai pas lu le dernier. Ça fait longtemps que j'en avais lu son tome 3 en anglais. J'avais galéré d'ailleurs en plus en anglais. Mais faudrait que je trouve le temps de les lire. Mais je trouve que son univers est extraordinaire d'une certaine façon. Il y C'est a un vrai. truc très chouette. Et j'aime beaucoup la façon dont elle crée aussi son antagoniste. Enfin, ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est vrai. D'ailleurs, elle a fait un tome sur lui. C'est pour le coup, hein, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Ok, alors on va passer à la partie 5. Du coup, c'est le fast plume. Je sais pas si tu l'as Ouais, vu j'ai déjà vu. sur mon compte. Exact. Donc, je vais te donner 2 propositions et il faut que tu me dises celle que tu préfères. Ça marche. Alors, chapitre court ou chapitre long? Chapitre court. Titre de chapitre ou pas? Non. En tête de chapitre. En tête, ouais, ok. Oui, je rajoute une question. Première ou troisième personne? Première. Point de vue unique ou multiple? Multiple. Mais pas trop. 2, c'est bien. Prologue ou directement chapitre 1? Le prologue, s'il est mérité, sinon chapitre 1. Moi, j'ai pas fait de prologue, mais je vois trop souvent des prologues qui sont des chapitres 1, en fait. Premier jet ou réécriture? Premier jet. Saga ou one-shot? Duologie? Ouais, bon, saga du coup. Livre papier ou numérique? Papier. J'ai essayé de me mettre au numérique, c'était un échec cuisant. Écrire le matin ou le soir? Si j'ai le choix le matin, mais j'ai pas trop le choix. Thé ou café? Café. Écrire sur ordinateur ou à la main? Commencer à la main, finir à l'ordi. Et organisation carnet ou numérique? Papier. Ouais, du coup, tu mets pas de titre à tes chapitres? Non. Juste les en-têtes, ouais. Ouais, je mets pas de titre, je mets juste les en-têtes et le point de vue sur lequel on est. Parce que les en-têtes, ça donne un peu un avant-goût de ce qui se passe dans le chapitre. Les en-têtes, soit te donnent un avant-goût, soit te donnent une clé qui va t'aider à comprendre ce qui se passe derrière. Ils sont toujours réfléchis. Alors parfois, ils sont un petit peu en avance par rapport à ce qu'ils délivrent, mais c'est rare. Généralement, c'est quand même assez en lien. C'est très intriguant. D'ailleurs, c'était marrant parce que c'est un retour de bêta lecture. En mode, les gens se sont demandé au départ ce que ça venait foutre là, et après, ils les ont kiffés. Alors, c'est bien, c'est brillant, c'est génial, mais au début, ils ont un peu de mal à comprendre le principe. Et ouais. C'est vrai que ça se fait de plus en plus, mais parfois, c'est pas évident. Et pareil, ça se fait avec. Enfin, ça se fait plus ou moins bien aussi parce que parfois c'est trop long et pour le coup ça noie le poisson, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment 2 phrases, 3 phrases qui permettent de donner un autre point de vue, voilà. Ça donne, en plus, ça donne vachement de profondeur à l'histoire. Ça montre que qu'il y a un univers autour. quoi. Ouais, c'est complet.
Ok, donc il reste 3 parties. Pour celle-là, je vais te donner il n'y a que 3 questions. Donc je vais te donner un début de proposition, enfin un début de phrase, et il faudra que tu complètes et que tu justifies pourquoi tu me donnes cette réponse. Alors, si tu pouvais te téléporter dans un livre, ça serait... Je pense que ce serait le mien, j'ai envie de voir en fait. Je suis trop curieuse, j'aurais tellement envie de voir. Mais du coup, je sais pas sur quelle planète. Si, je crois que j'aimerais aller sur le lendemain d'Anoga. Je crois que c'est celle que j'ai préférée dans le tome en tout cas. C'est comment? Tu peux nous décrire un peu ou pas? Ou tu veux nous laisser la surprise? Tous les lieux que je décris sont, alors, à peu de choses près, sont que des lieux existants, tronqués, malmenés, que j'ai visités. Et le lendemain d'Anogar, c'était un peu l'espèce de désert islandais, avec des canyons, des geysers, une terre un peu brûlée, un peu aride. Un peu balayé par les vents et avec une ravine un peu en mode paradis dedans. Et ça existe vraiment. Enfin, en Islande, il y a vraiment un lieu comme ça que j'avais trouvé magique à l'époque. Genre, t'as rien, c'est de la terre brûlée, puis d'un coup, tu descends presque sous terre, et en fait, t'as un espèce de lieu complètement atypique avec des cascades et du verre, quoi. Ça a l'air vraiment beau. C'est vrai que ton roman, il a l'air tellement... l'univers a l'air tellement vaste que c'est clair que si tu pouvais y aller, tu t'ennuierais pas. Ouais, je crois que je m'ennuierais pas. Je pourrais prendre des vacances assez longtemps. Si tu devais être publié dans une seule maison d'édition, ça serait... Je suis obligée de les donner, là. J'ai mon top 3 en tête, mais... S'il y en a une en particulier, comme tu veux, t'es pas obligé de les dire, si tu peux nous en dire au moins une. J'ai un top 3 dans lequel je pense que j'aimerais, parce que je pense que ça correspond un peu à la ligne éditoriale, et puis à ce que j'ai lu chez eux aussi, qui m'a plu. Parce qu'on parle toujours des éditeurs qui choisissent les auteurs, mais je pense que les auteurs ont aussi la responsabilité peut-être de choisir les maisons d'édition avec qui ils veulent travailler, et puis de faire, entre guillemets, notre boulot, simplement en lisant ce qui est proposé, en testant aussi. J'aimerais bien travailler avec Conséquence, qui est une édition nouvellement montée, parce que j'adore cette énergie un petit peu start-up, et je crois que je m'y retrouve dans le fait que j'ai monté moi-même un business il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai vu leurs ouvrages récemment, j'en ai lu un, je pense que j'en lirai d'autres parce que ça m'a beaucoup intriguée, que je trouvais que c'était traité avec une très très grande qualité. J'ai beaucoup aimé aussi quelques livres de la collection, je crois que c'est Addictésie, ouais. Et pareil, j'ai trouvé que c'était, on va dire, bien traité, bien amené, et donc ça m'a donné envie, clairement. Et après, peut-être sur des choses plus classiques, en tout cas plus mainstream, on va dire. Hugo Roman, Bragelonne, je pense que c'est peut-être des vibes qui peuvent s'en rapprocher. Oui, carrément. Si tu pouvais rencontrer un seul de tes personnages, ce serait lequel? Bon, je pense que j'ai déjà la réponse, mais... Non, je pense que je rencontrerai Lily, je lui dirai que tout va bien se passer. Ouais. Je lui ferai un gros câlin. Ouais, je lui ferai un gros câlin, on en a bien besoin. C'est la réponse typique. Tout le monde me dit ça, quasiment. On est sur la partie 7. Donc là, c'était jeu d'imagination. Je t'envoie cette image. Ouais. Le jeu, c'est que tu imagines le début d'une histoire en quelques phrases. Tu peux nous pitcher, tu peux même aller jusqu'au bout si tu veux, à partir de cette image. Et en fait, moi, je montre la même image à tous les auteurs. C'est pour montrer qu'en fait, à partir d'une même image, tu peux faire d'autres choses. On peut avoir plein d'idées différentes. Tu veux que je te dise ce qu'elle m'inspire, ou tu veux que je raconte quelque chose Tu peux dire ce que tu veux. Je pense que j'utiliserais... Dans l'idéal, un début d'histoire. Mais... Un début d'histoire. Ce serait une voix d'homme qui parle, et elle était là avec son parapluie rouge. L'eau ruisselant de toutes parts, sa silhouette se reflétant dans les pavés mouillés. Je voulais la regarder, je voulais l'approcher, et pourtant je ne bougeais pas. Comme s'il y avait un mur entre nous, et pourtant elle était là, à quelques pas de moi. Je n'avais qu'une envie, la rejoindre. Mais je savais que je ne pouvais pas le faire. J'adore. Et il se passe quoi après? Je sais pas. Je n'ai pas la suite là tout de suite, mais ouais, j'aime bien. Ça m'a fait penser à How I Met Your Mother, tu vois, le coup du parapluie. Ah ouais, oh, j'adore. Oh là là.
On imagine, je sais pas, vu les immeubles derrière, j'imagine un peu un Boston steampunk, un peu funky, ça peut être sympa. J'aime beaucoup. À chaque fois, j'adore. À chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, je suis en mode, mais l'idée est géniale. Franchement, je suis trop fan. Eh bien, je te remercie pour ces idées-là, pour cette idée. De rien. S'il y a des gens qui passent par là qui veulent écrire les histoires, Allez-y. j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Hein. Vraiment. Bon, bah alors, du coup, on arrive à la dernière partie. Il va me rester 4 questions. Donc, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'écriture de son premier livre, qu'est-ce que ce serait ? D'y aller tout simplement et de ne pas lire les conseils, en fait. Je suis pas sûre que d'être bien placée pour donner des conseils. Et je trouve qu'on est déjà sermonné de plein d'injonctions. Enfin, libérez-vous-en et prenez votre place. Simplement, prenez-la. Personne ne la fera. Enfin, personne ne va le faire à votre place. Donc, si ça vous mange, si ça vous hante, si ça vous dévore, laissez le livre vous dévorer et posez-le sur le papier, qu'on en finisse, quoi. C'est un très bon conseil. Ensuite, c'est la question de l'invitée précédente qui te demande quel héritage de ta vie d'autrice tu aimerais laisser derrière toi. Pour quel élément tu aimerais qu'on se rappelle de toi en tant qu'autrice ? Pas facile comme question. Je pense qu'il y a quand même quelque chose en plus dans le fait d'écrire et de laisser une trace. Enfin, c'est indéniable, il y a un truc. Enfin, on n'écrit pas uniquement pour un temps présent, on écrit pour un temps futur, d'une certaine manière. J'aimerais que ce soit lu et relu et encore relu et que ce soit peut-être même approprié par d'autres, que mon histoire serve à d'autres histoires. Je pense que ce serait le plus joli. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose ? Là, elle m'en vient pas parce que je crois qu'on en a eu pas mal quand même. Hein. Donc là, pour le coup, non, j'en ai pas. Ok, bon, mais tant mieux, ça veut dire qu'on a réussi à tout dire, c'est cool. Et enfin, as-tu une question, toi, à poser à la personne qui passera juste après toi ? À la personne qui passera juste après moi, sachant que je ne la connais pas. Donc il faut une question qui soit assez ouverte quand même. Dure comme question. Moi, j'aimerais savoir comment peut-être les auteurs, quels qu'ils soient, arrivent justement à peut-être naviguer ou survivre dans un environnement où il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de conseils à droite à gauche et comment on gère tout ça. Enfin, j'ai dû me remettre sur un compte Insta, repartir d'un compte Insta à 0 pour la partie écriture et franchement, ça m'a donné une angoisse. Je me suis dit, putain, je l'ai déjà fait, ça, de partir de 0, de monter un truc, j'ai fait 2 fois pour moi, pour la boîte. Là, j'avoue que je suis arrivée dessus, j'étais fatiguée, je me suis dit, waouh, là, là, c'est hyper oppressant. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui ressentent aussi ça, en fait. Ce mode, ok, moi j'écris, je suis sur Insta pour écrire et pour, entre guillemets, parler de mon bouquin, mais j'ai l'impression qu'il faut faire plein d'autres trucs à côté et en fait, ça me dépasse, quoi. Enfin, j'aurais très envie de faire des critiques littéraires et de parler de mes dernières lectures, mais j'ai simplement pas le temps, en fait. Et comment on gère, en fait, cette pression-là qui n'a rien à voir avec l'écriture, qui est purement, peut-être qui a à voir avec notre temps, mais qui est purement, qui est accessoire et en même temps indispensable. C'est une très bonne question, mais parce que c'est pas facile. Du coup, est-ce que tu as envie de répondre à cette question ? Ah non, j'ai pas du tout envie de répondre à cette question parce que je cherche encore la réponse, je sais pas honnêtement. Mais et puis en plus parfois Instagram s'en mêle et il n'arrive pas, tu veux publier des trucs qui ça marche pas. Mais c'est vrai je trouve ça m'a fait vraiment un effet de pression. Je me dis mais en fait pourquoi je me mets une pression ? J'ai écrit ce qui me plaisait, ce qui me faisait kiffer. Je l'ai fait lire à un panel de 10 personnes qui ont adoré. Au moment, il faut peut-être que j'enlève la pression, que j'ai un peu la foi. Et j'ai du mal à avoir la foi, en fait. J'ai du mal à être hors du contrôle. Et finalement, le fait d'être assailli de toutes parts sur les réseaux, d'avoir plein de gens qui réussissent ou qui réussissent pas, mais en fait d'avoir plein d'autres histoires différentes, tu te dis j'ai envie de tout lire, mais j'ai pas le temps de tout lire, en fait. C'est une espèce d'avalanche d'informations. Et on n'aura jamais le temps de parcourir une bibliothèque en entier. Et en fait, il y a comme un manque, il y a une espèce de FOMO qui est créé. Et c'est comment on gère ça, en fait. Oui, je te rejoins totalement sur ça. Je me pose parfois la question. Je pense que le mieux, c'est de pas trop y penser parce que ça peut devenir une source d'angoisse très grande. Bon, ben on est arrivé au bout. Je te remercie. C'était vraiment super intéressant. C'était chouette de passer de l'autre côté du micro. C'était cool. Je tiens encore à te dire que j'ai très très hâte de lire ton roman. J'espère que ça sera chose possible. J'espère qu'il sortira un jour. Voilà. Écoute, je l'espère aussi. J'espère aussi que je pourrai vous faire partager ça. Merci d'avoir écouté cet épisode.
N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour me suivre et suivre l'actualité du podcast. Et n'hésitez pas à le noter 5 étoiles s'il vous a plu. À très bientôt!